10e émission. Alors on est vraiment très très content de vous retrouver. Merci à tous ceux qui nous suivent, vous êtes de plus en plus nombreux. Jump Seat, c'est une émission en direct qui parle d'aviation. C'est une émission qui a été créée et qui est réalisée par la rédaction d'Aérobuzz. Voilà. Et autour de la table, eh bien, nous avons plein de talentueux journalistes qui font partie de cette rédaction. Antoine Méjean, c'est un tout jeune chroniqueur qui vient de nous rejoindre. Bonjour, Antoine, maintenant c'est un fidèle. Hein. Bienvenue. Gilles Roy, fondateur d'Aérobuzz, rédacteur en chef. Thierry Dubois. Salut. Journaliste aéronautique, ingénieur. Bonjour. Voilà, un pilier aussi de la rédaction d'Aérobuzz. Merci à tous d'être là. Alors vous avez vu, hein, tous ceux qui nous suivent, le plateau, il y a un peu de changement. On progresse, on écoute tout ce que vous nous faites remonter chaque semaine. Alors il y a déjà plus d'ordinateurs, parce qu'on nous a dit qu'on regardait trop nos ordinateurs, et vous avez raison. Alors aujourd'hui, on va parler un peu plus entre nous, on va débattre de l'actualité, et on a des nouveaux micros. Alors faites-nous aussi remonter si le son est meilleur. On s'excuse aussi pour tous ces petits soucis de grésillement qu'on a eu ces derniers temps. Alors j'espère que ces micros fonctionnent bien, normalement oui. Merci à Martin qui est derrière en coulisses à la régie, qui nous a vraiment, toute l'AREA, toute l'installation du plateau. Il est aujourd'hui assisté de Jean-François Bourguin qui sera sur le chat en tant que modérateur. Donc n'hésitez pas à intervenir parce que comme je disais tout à l'heure, le programme est super chargé et on commence tout de suite par le débrief. Alors le débrief, comme vous le savez, c'est un petit tour d'horizon de l'actualité qui nous a interpellés, qui nous a marqués. Une actualité qui a été traitée sur votre site préféré aerobuzz.fr. Alors on a tous sélectionné des sujets et on a de beaux sujets aujourd'hui. Alors on va commencer avec Antoine. Ouais. Air France réouvre ses portes au cadet. Ouais, on a eu la news qui est tombée la semaine dernière. News hyper intéressante parce que ça, c'est bon signe, puisque Air France a quand même une bonne place dans le secteur aéronautique européen. Et quand on commence à voir que les cadets réouvrent, et on ne s'attendait pas à ce que ça redémarre aussi vite, et à ce moment-là, ça fait plaisir. Donc une bonne news. Donc ils ont annoncé ça la semaine dernière. Donc en gros, ils ont lancé un appel. Vous pouvez donc, pour tous ceux qui sont en école ou même post-bac, etc., postuler entre le 15 octobre et le 20 novembre sur le site d'Air France, tout simplement, Air France Corporate, pour poser votre CV et puis ensuite pouvoir participer au cadet, être sélectionné et ensuite faire la sélection cadet Air France et se voir potentiellement une formation attribuée par l'ENAC, donc une formation qui est assez prestigieuse. Alors c'est important, je te coupe, mais c'est l'ENAC qui est derrière. Oui, c'est l'ENAC, ouais. Il n'y a pas que l'ENAC. Je crois que les cadets sont répartis dans 3 écoles. Oui, il y a peut-être dans une étrangère. Ouais, et c'est L3, celle qui est étrangère. Ça, c'était avant. Apparemment, ça a changé depuis. Pour l'instant, c'est pas encore fixé. Ouais. Je crois que l'appel d'offres n'est pas terminé. Et alors, les cadets, qu'est-ce que ça permet ? Ça permet à quelqu'un qui n'a pas encore d'expérience de pilotage de démarrer une formation de pilote de ligne. Ouais, c'est ça. Dans l'idée, oui, c'est ça. Quelqu'un qui voudrait se lancer dans l'aéronautique n'ayant pas vraiment de formation particulière, en tout cas post-bac, peut postuler à ce concours-là, entre guillemets. Donc ça représente plusieurs épreuves. Il y a les Psy 0, Psy 1, Psy 2. Qui représentent différents stades de la formation. On commence par les Psy 0 qui est vraiment, on vous envoie un lien sur Internet sur lequel vous vous connectez. Vous passez le test en ligne, et puis ensuite, vous montez. Ensuite, après, vous allez directement, l'étape numéro 2, c'est l'ENAC. Passer les tests psychotechniques là-bas, donc qui sont assez techniques. Et aussi des tests de mathématiques, si je ne dis pas de bêtises, et de physique et d'anglais. Donc voilà, donc c'est un concours. Sur les chiffres... donc ils ont dit qu'ils cherchaient 300. Le but de recrutement de pilotes professionnels, 300 pilotes ont rejoint donc la compagnie et voilà, le but c'est de rajouter 100 embauches supplémentaires. 300 au total, on parle pas que des cadets là, c'est 300 au total, oui, bien 300, sûr. des pilotes confirmés, c'est 300 embauches, attention. Voilà, c'est ça. Et le but, c'est de venir rajouter, ils ont prévu 100 embauches supplémentaires pour les professionnels et donc plus les cadets. Parce que donc, en général, le concours est très difficile. Du moins, c'est même pas un concours, c'est une sélection. La sélection est très exigeante parce que en général, sur les précédentes éditions, c'était autour de 3000 candidats. Quand même. Ouais, c'est ça.
Donc, pour une vingtaine de places, quoi. Alors, voilà, 3000 pour 20, ça fait beaucoup. Alors, pourquoi il y en a autant? C'est simple. La première chose, c'est que c'est une formation gratuite. Gratuite, bien sûr. Gratuite, donc, un métier qui fait rêver. Ensuite, elle est dispensée quand même dans des écoles qui sont de très, très bon niveau. L'ENAC, c'est quand même la référence, une des références internationales. Et puis comme tu le disais, Jérôme, la dernière chose, c'est que à la sortie, tu es sûr d'être embauché sur A320 ou 737. Alors A320 chez Air France, 737 chez Transavia. Transavia, voilà. À 220 maintenant. Il y a la 220, mais peut-être pas pour les cadets. Pas les cadets. Parce que à un moment, ils avaient rechangé sur le site corporate. Je sais qu'on pouvait rentrer sur A220 et puis finalement, ça a rebougé. Donc voilà, mais enfin en tout cas une super bonne nouvelle pour le secteur de l'aérien. Et ça fait plaisir de voir qu'ils reprennent. C'est reparti, quoi. Donc voilà, et puis c'est une formation par contre qui dure quand même 24 mois. Oui. Est-ce qu'on a une chance, nous, si on poste notre CV ou pas, ici autour de la table? Après, ça fait rêver quand même. Ça fait rêver. Pour le coup, moi par exemple, dans mon cas, je pourrais pas parce que j'ai déjà des licences professionnelles sur le papier. Oui, mais tu pourrais avoir postulé pour les autres emplois. Parce dans l'autre entrée qui est l'entrée professionnelle. Ça, c'est intéressant parce que on rappelle, Antoine, que tu es jeune diplômé. C'est ça. Pilote de ligne. Donc, tu pourrais faire le programme cadet, mais il faudrait juste que je passe un TOEIC et on est bon. D'accord. Tu penses? Ouais, bien sûr, j'y pense. Je suis en train déjà de refaire on a le FCL qui est en gros une décode s'il te plaît. Oui, justement sur le FCL qui est une formation en gros d'anglais aéronautique et qui donne un niveau de connaissance en fait. Et ce niveau de connaissance, vous avez donc niveau 4, 5, 6. Bref, et donc du coup moi je vais devoir le repasser cette année là, enfin en début 2023. Donc voilà, donc ils ont un minimum, ils demandent un niveau 5 minimum pour pouvoir rentrer chez eux et un score de 850 au TOEIC qui est pareil un test d'anglais assez connu pour le coup. TOEIC c'est extra aéronautique, ça concerne tout le monde. Voilà pour le coup, et voilà, on fait un truc et donc tu serais prêt à nous quitter? Ah non, je pense que j'essaierai quand même de revenir. Non, mais on te souhaite. On te souhaite bien sûr. J'ai postulé pas pour Air France récemment. Là, il y a Air Lingus aussi qui a. Un scoop peut-être. Ouais, un scoop. On est où dans tes recherches? Non, mais j'ai avancé un petit peu. Mais Air Lingus a posté une offre lundi ou ce week-end, je sais plus. Mais enfin, en tout cas, début de semaine là. Air Lingus qui est une compagnie irlandaise. C'est ça, ouais. Irlandaise. Le trèfle, sur les avions effectivement. Donc j'ai postulé chez eux parce que pour le coup là les conditions étaient vraiment intéressantes. Alors visiblement ça a l'air d'être assez pressé parce que c'est pas arrivé sur le site, c'est passé par un cabinet et ils demandent vraiment les conditions de préavis, etc. Donc je pense qu'ils ont des besoins assez urgents. Pourquoi je sais pas, peut-être une réception d'avion ou pour une base en France où il faudrait faut que j'aille vivre à Dublin. Bon, je vais pas me plaindre non plus mais donc voilà, mais en tout cas assez sympa. Donc j'ai postulé pour eux et puis Air France j'attends de monter mes niveaux, etc. Parce que pour le coup, en professionnel, je pense qu'ils cherchent encore des gens qui ont plus de qualifications, qui sont déjà formés sur un avion, que des gens qui sortent directement d'école, qui ont zéro formation, etc. Et qui peuvent en fait tout simplement passer par les cadets Air France, même si du coup ça leur coûte un peu plus cher aussi, parce que pour le coup, la formation est même financée. Et alors arrêtez-moi si je dis une bêtise, mais je crois qu'on est même payé pendant la formation. Il me semble que les cadets sont rémunérés. Ils sont rémunérés, donc ça leur coûte pas le même prix que quelqu'un qui sortirait directement d'école. Alors, pour être complet là sur ce sujet, donc on a contacté Air France quand on a su que la filière cadet était relancée. On aurait aimé avoir quelqu'un des DRH qui viennent sur le plateau pour nous expliquer comment ça allait se passer. Bon, Air France va rentrer dans une période, je dirais, presque de retenue. Parce que donc là va commencer très bientôt, je crois que c'est la semaine prochaine, le procès du Rio-Paris. Donc c'est un procès qui va durer jusqu'à décembre, fin de l'année. Et donc pendant cette période-là, Air France va se concentrer sur le sujet. Et donc ils nous ont promis que dès janvier, on aurait sur le plateau de Jumpseat quelqu'un des pilotes, PNT, et puis des DRH. Donc voilà. C'est intéressant ça. Donc continuez de nous suivre. Puis j'espère que je serai là ce jour-là parce que moi aussi j'aurai des questions à poser. Ça va être sympa. Bien sûr. Donc on attend impatiemment cette rencontre. Voilà. Donc c'était la dernière info concernant les cadets.
Eh ben, super. Toutes celles et ceux qui nous regardent, si vous avez envie de postuler chez Air France, il y en a peut-être. Vous avez peut-être des questions. Vous pouvez contacter Antoine à la rédaction. Envoyez-nous des messages. Il se fera un plaisir par le chat. Voilà, par le chat. Alors, je vois d'ailleurs sur le chat. Alors attendez, je mets mes lunettes chat parce que j'ai mes lunettes prompteur et mes lunettes chat. Quelqu'un dit que le son est beaucoup mieux et nettement meilleur. Alors, merci, ça nous fait chaud au cœur. Oui, et c'est vraiment sincère parce que depuis 9 émissions, on se bat avec le son. C'était encore chaque fois qu'on regardait le replay, c'était quand même une source de mécontentement. Là, j'espère que ça va tenir jusqu'au bout et a priori, on a investi dans le matériel, mais ça en valait le coup. Ouais, là, on vient de nous dire le son est parfait. Donc, super. Non, je t'ai plus. Non, je t'ai plus. Et on vient en débrief, sujet suivant. Voilà, doucement le chat quand même, s'il vous plaît. Alors, justement, transition. Alors, tu disais, Antoine, que les cadets d'Air France, c'est pour un poste chez Air France ou la filiale Transavia. Oui. Qui opère des Boeing 737. Alors en ce moment, les 737, ils sont un peu capricieux à l'atterrissage. Alors, j'ai carrément loupé ce que je voulais faire. Déjà, j'avais un chiffre à vous donner, 59 heures et 10 minutes. Alors, même sur le chat, est-ce que vous savez à quoi ça correspond ? Non. Qu'est-ce qui s'est passé en 59 heures ? Bon. C'est un rapport avec les... c'est un rapport avec le 737. Donc c'est pas un temps de vol. C'est pas un temps de vol. Non. C'est pas un 737 qui a fait le tour du monde en 59 heures, ça pourrait. En fait, on a retenu dans nos actualités de la semaine le Boeing 737 cargo de West Atlantic qui est allé boire la tasse dans les temps de l'or en bout de piste à Montpellier. C'était à 2h36 du matin. Dans la nuit du 24 au 25 septembre, qu'est-ce que vous faisiez à cette heure-là ? On dormait. Tout le monde dormait, personne n'a été... Alors, qu'est-ce qui s'est passé ? On a quelques éléments de réponse. Donc, l'avion, il a fini le nez dans l'eau. Alors, j'ai contacté l'aéroport pour avoir un petit peu quelques informations. Oui, on me dit en coulisses, qu'est-ce qui se passe ? Il faut remettre le chat. Remettez les lunettes. Et le train avant de Nantes. Ah oui, je voulais en parler, ça, justement. Oui. Écart entre la sortie de Montpellier et le train avant de Nantes. Alors justement, on va parler... Non, alors c'est pas ça la réponse. C'est pas ça. Mais c'est pas ça. Là... C'est pas mal. Ouais, c'est vrai que c'est bien. Pas mal. Alors on a aussi vu sur les réseaux sociaux, le Boeing 737 est arrivé dans les temps. Ah oui. Oui. À l'heure, c'est pas de moi. Dans les temps les plus lointains et puis les temps à la précise. Mais effectivement, 2 jours après, je crois qu'à Nantes, il y a eu un hard landing apparemment. Alors, on y reviendra. Alors l'aéroport, je leur ai posé la question tout simplement, pourquoi tout ce temps ? 59 heures et 10 minutes pour sortir l'avion. Et pour réouvrir le trafic. Pour réouvrir le trafic qui a réouvert vers 13h le lundi. C'était un vol en provenance de Copenhague par la Norwegian le 26 septembre. Alors, la météo n'était pas très bonne. Bon, mais ça, il y a une enquête en cours, donc on se gardera évidemment de chercher à comprendre exactement ce qui s'est passé. Ce que me dit l'aéroport, en tout cas, c'est qu'une fois que l'avion est sorti de piste, on ne le touche pas. Il y a des assureurs derrière, il y a un propriétaire, il y a des enquêteurs. Donc, tout le monde doit être acheminé sur le lieu de l'enquête dès que possible, mais ils ne peuvent plus venir en avion, donc il faut que ça se pose un peu plus loin, qu'ils viennent en voiture. Mais le mode opératoire est quand même assez long à mettre en place. Donc tout le monde se concerte sur comment on va sortir l'avion, le nez de l'avion de l'eau. Alors ce qui s'est passé, c'est qu'il fallait quand même faire une manœuvre assez à l'horizontale. C'est très délicat parce qu'il y a encore du kérosène à bord dans l'avion. 6500 litres, me disait une personne de l'aéroport de Montpellier. Il y a des risques de pollution, donc on ne peut pas déplacer un avion comme ça, même s'il n'est pas trop abîmé. Alors énorme logistique. En fait, après le seuil de piste, pour ceux qui volent ou connaissent Montpellier, il y a environ 100-150 mètres jusqu'à l'étang. Le terrain était extrêmement boueux, le train un petit peu enfoncé, donc il fallait soulever l'avion pour aller le placer sur un semi-remorque, le faire un 180 degrés, pour qu'ensuite il soit remonté par la piste vers un lieu de parking. Donc le sol était détrempé, ils ont fait venir 2 grues, une grue de 450 tonnes, une autre de 300 tonnes, pour accéder à l'avion et pouvoir le sortir de l'écran. Ils ont été assistés par des dépanneuses géantes. Donc, ils ont pu tourner l'avion. Et donc... des personnes nous posent des questions sur le chat. Pardon, d'accord. Donc, on a tourné l'avion sur la piste. Donc, tout ça s'est fait au millimètre, sans encombre.
Et l'avion a été déplacé, je crois, le samedi, enfin jusqu'au dimanche matin. Ou le lundi. Ah, question sur le chat, Ouais. me dit Jean-François. Est-ce si que jamais. quelqu'un sait pourquoi ils ont totalement fermé l'aéroport ? La deuxième piste aurait pu servir, pas pour du 737, mais pour des légers, et notamment du King Air ou truc du genre pour transporter. Merci à Franck Mi qui nous pose cette question. C'est une excellente question. Je vais être très franc avec vous, je n'ai pas la réponse. Je pense que pour un événement comme ça, on ferme tout. Hein. Je sais pas. Je sais pas du tout. Pour la mais sécurité. Effectivement, c'est une bonne question. Oui. Savoir pourquoi la deuxième piste était restée, a été fermée aussi. Qui a un avis là-dessus ? J'ai pas d'avis, mais c'est effectivement une bonne question oui, à creuser. Ce qui serait bien, ouais. c'est qu'on puisse appeler. Oui. Si Jean-François, si tu veux appeler directement l'aéroport pour leur poser la question. Ah oui, Non, mais très bonne idée. Et puis, d'ici la fin de l'émission, on vous donne On la espère réponse. avoir la réponse. Moi, j'avais une question sur les L'attaché de occupants. presse, hein. Combien d'occupants dans cet avion ? Combien de personnes à bord ? Alors 2, Trois, l'équipe. 2 ou 3 C'était 3 sur ce vol-là. Ouais. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un avion qui effectuait du vol pour le compte de la Cargo, Poste. ouais. Hein, c'est du un cargo. cargo. Ouais. West Atlantic, c'est une compagnie aérienne suédoise et donc qui fait beaucoup de frais pour la Poste, qui sous-traite en France, mais même jusqu'au Canada, en Amérique du Sud. Là, c'était une escale. Hein. C'était un vol quotidien, donc c'était le Paris-Montpellier. L'avion devait poursuivre après vers Bastia. Il fait Ajaccio, puis il revient par Marseille et remonte à Paris. Donc, alors, est-ce que les occupants s'en sont sortis sans égratignure ? Rien du tout. Voilà, tout là-dessus, les occupants, d'après les informations qu'on nous communique, mais c'était évidemment, comme l'a expliqué l'aéroport, et c'est évident, la priorité, c'était d'abord de les sortir, de voir si tout allait bien avec l'équipage. Donc non, il n'y a pas eu de dommages, de humains sur cet accident. Alors j'insiste aussi sur le terme accident. C'est ce que nous dit le BEA, c'est pas un incident, c'est quand même une sortie de piste. Il y a un avion qui est quand même allé jusque dans les temps. Je termine juste sur l'aéroport. Alors, il y avait une question très intéressante sur la fermeture de l'aéroport. Il y en a une autre aussi sur le coût. Combien ça a coûté à l'aéroport d'être fermé comme ça pendant près de 72 heures ? Alors, on ne sait pas. Il y a eu des estimations de fait dans la presse locale. Comme quoi, c'était environ 75 000 euros par jour. Alors, je ne sais pas si ça vous paraît réaliste. Un économiste a fait un calcul par rapport au chiffre d'affaires annuel de l'aéroport qui est de 27 millions d'euros. Donc, ils ont fait un ratio. Un ratio. Alors, l'aéroport m'a dit que c'était pas comme ça que ça se calculait et ils ont démenti. En tout cas, ce qu'on sait, c'est que 15 000 passagers ont été quand même affectés. Il y a eu des déroutements, les avions ont dû aller se poser ailleurs. Et une centaine de vols. Voilà. Il y a une quarantaine de mouvements dont la moitié des vols commerciaux étaient prévus sur ce week-end. Il faut savoir que l'été, Montpellier, c'est environ 197 000 passagers par mois. Je reviens sur l'accident. Le BEA a donc dépêché 4 enquêteurs sur place. Donc l'enquête est en cours. On verra après ce qui s'est passé. Alors, ce qui est intéressant, c'est que West Atlantic, alors, on va pas du tout, je dis ça avec prudence, mais j'ai fait quelques recherches et ils ont eu, alors c'était pas une sortie de piste, mais presque, ils ont eu des soucis de hard landing comme ça avec un 737-400 en janvier 2021. Alors, hard landing, c'est un atterrissage dur. Comment on le définit, Antoine ? Voilà, positive landing en fait. C'est une procédure, notamment par mauvais temps. Parce qu'en fait, il faut imaginer que c'est comme sur une voiture, il y a les pneus. Et le problème, c'est que en voiture, il y a l'aquaplaning. C'est un phénomène, justement, en fait, vous vous retrouvez avec une couche d'eau entre l'asphalte et le pneu. Et en aéronautique, nous, on a une procédure qui permet et d'ailleurs qui est présentée par Boeing et qui est utilisée notamment souvent chez Ryanair. C'est pour ça qu'on dit, quand on se pose chez Ryanair, c'est souvent dur, etc. Parce qu'en fait, ils appliquent la procédure, c'est positive landing. Le train est fait pour accepter, j'ai pas envie de dire bêtises, mais aux alentours des 3G, je crois, sans problème. Et le but, en fait, c'est de se poser sans vraiment chercher à adoucir l'arrondi. Et quand on va venir effectuer ça, les pneus vont forcément amener une pression supérieure à ce qui est normal quand il est posé sur ses roues. Et en fait, ça vient évacuer l'eau sur les roues, déclencher aussi le WOW, qu'on appelle Weight on Wheel. C'est un système qui permet, c'est une sorte de gros interrupteur. Quand l'amortisseur passe en dessous de cette valeur-là, ça déclenche le système de freinage automatique et ça déploie les spoilers sur les ailes. Et donc, du coup, par mauvais temps, la procédure, c'est vraiment de se poser de manière assez forte
pour dégager l'eau sur les roues et bien déclencher le système de frein automatique et des spoilers. Alors, est-ce qu'on parle bien de la même chose? Là, tu nous parles d'une procédure standard, délibérée de sécurité, bien sûr. Et le hard landing, est-ce que ce serait pas plutôt un problème par justement, une procédure standard? Du coup, oui, je pense que c'est quand ça s'est mal passé ou quand on s'est posé justement trop fort, quoi. Quand on échange hard landing, un dur et un anormal, justement, oui. D'accord. Oui. La différence, entre un hard landing, c'est justement quand on s'est posé. C'était pas volontaire, quoi. Ou alors on a dépassé en voulant faire cette procédure, mais on s'est posé justement trop fort. Et justement, quand on parle de hard landing, en échangeant avec des pilotes, on dit souvent qu'il y a aussi à l'origine une approche peut-être trop rapide, un taux de descente peut-être trop fort. West Atlantic en Grande-Bretagne en janvier 2021, c'était un 737 aussi. Sous les 500 pieds, donc c'est l'altitude de référence quand on est stabilisé pour faire la... C'est ce que j'allais dire, il était peut-être pas stabilisé. Voilà, l'avion, alors l'enquête avait révélé que l'avion avait corrigé 4 fois le taux de descente, qui était beaucoup trop élevé. Alors c'est intéressant, d'ailleurs West Atlantic a même fait des consignes auprès de ses pilotes, ses équipages, c'est que pour cet aéroport où il y a beaucoup de vent d'ailleurs, c'est uniquement le commandant de bord qui pose l'avion. À Montpellier ou en Angleterre pardon, pour le cas de l'Angleterre, du Royaume-Uni. Bon, là, Montpellier, l'enquête est encore en cours. Pourquoi je parle de tout ça? Hard landing, taux de descente. C'est qu'en général, j'ai appelé un pilote, un fidèle pilote lecteur d'Aérobus, c'est Bernard Baquier. Alors voilà, je ne crois pas qu'il puisse nous regarder aujourd'hui. Il m'a dit, il s'excuse. Alors pour Bernard, le cas de Montpellier, pour lui, c'est un... Alors attention, il y a une enquête en cours, je suis très prudent. Hard landing, sortie de piste. Il a dit, les pilotes... Alors, Antoine, ça va être intéressant qu'on pose la question. La remise des gaz. Quand on arrive trop vite, qu'on n'a pas la VRF et l'ILS en croix, on remet les gaz. Ce n'est pas une faute, c'est une phase de vol. Est-ce qu'on te l'a enseigné comme ça? En fait, c'est pas un échec. Alors, ne pas avoir la VRF, ça veut dire ne pas avoir la bonne vitesse d'approche. 3 rapides oui. Voilà, avec le bon taux de descente. En fait, le concept même, pardon. Non, mais tu as raison, Thierry, de préciser. Non, mais vas-y. Le but, c'est quand on se met en place sur un ILS, c'est d'être le plus stabilisé possible et pas courir. On appelle ça courir après ses paramètres. Donc, paramètres de taux de descente, paramètres de vitesse, et puis ça croit justement qu'il faut. Alors, ILS, est-ce qu'on peut réexpliquer ce que c'est l'ILS? Donc, c'est un système d'aide à l'atterrissage. Guidage, Instrument Landing System en anglais, voilà, qui en fait envoie pour faire en gros des ondes directement à l'avion. Et fonction de où on se situe par rapport à ces ondes, l'avion, c'est comment il est sur son plan d'approche, trop bas ou trop pas à gauche, trop à droite. Donc en gros, il est guidé dans une espèce de grand tube, non même dans un entonnoir pour être précis, jusqu'au seuil de piste. Donc au fur et à mesure qu'on s'approche de la piste, les instruments deviennent de plus en plus précis et en fait, il faut rentrer de plus en plus dans la croix et les corrections sont de plus en plus minimes. Et justement, le fait de ne pas être stabilisé, en fait, on va courir de plus en plus dans ces paramètres. Le cône va se réduire de plus en plus, donc les corrections qu'il va falloir appliquer, il va falloir les réduire, mais vu qu'on essaie de courir... Donc en fait, c'est une boucle sans fin, pour expliquer le truc, quoi. Donc justement, s'il y a un paramètre qui ne rentre pas dans les clous, nous on dit en fait un atterrissage de réussi, c'est une remise de gaz ratée. En fait, c'est une expression qu'on utilise. Donc en gros, pour nous, une remise de gaz réussie, c'est bon signe en fait. Il faut remettre les gaz, il faut que ce soit la priorité. Après, je peux comprendre, oui et non, c'est une erreur, mais après on ne sait pas les conclusions du truc. Voilà. On est tout au conditionnel. Donc, voilà. Mais dans ce genre d'opération de nuit, etc., je sais que sur tout ce qui est fret, nous après c'est de la culture et de ce qu'on les on dit, ils ont tendance vraiment à les horaires, il faut que ça tourne, faut c'est que ce ça que parte. m'a dit. Et on m'a dit qu'à une époque même pour French Post, il y a longtemps à Orly, ils avaient mis des radars sur les taxiways tellement ils allaient vite en fait. Pour rouler jusqu'à la piste, ils étaient à la jumelle, il y avait c'est la vitesse, normalement, il ne faut pas dépasser 20 nœuds au sol. Après, ça dépend des compagnies, il y a plein de règles, etc. Mais voilà, et eux, ils roulaient comme des fous sur les taxiways. En tout cas, il y a longtemps. Je ne sais pas si c'est toujours le cas, mais en tout cas, il y a toujours... C'était à la grande époque de l'aéropostale, la postale de nuit d'Air France. C'était un secteur vraiment à part. Ouais, voilà. Mais bon, je pense que dans la culture, etc., il y a peut-être toujours cette idée de... justement, c'est exactement... Voilà, la question se pose sur les pilotes un peu sous pression. Ce sont des vols de nuit. Parce que Montpellier, c'est pas... aussi, donc on se dit, au pire, c'est pas grave, j'embête personne.
Enfin, je peux penser, on peut, sans penser comme les pilotes, mais enfin, il peut y avoir aussi ce genre de réflexion en se disant, parce que c'est vrai que de nuit, l'aéroport est ouvert juste pour eux, entre guillemets. Mais bon, ce qu'il faut aussi retenir, et ça c'est vraiment une règle qu'on a chez Aérobus depuis le début, c'est qu'un accident d'avion, c'est jamais une cause unique. Bien sûr. Il ne faut surtout pas se focaliser sur les apparences. Par exemple, tu parlais de l'accident aussi à Nantes. Hein. Là, c'est aussi un 777, un 737. Là, ce n'est pas un 400, c'est un 800. Mais là, apparemment, quand on voit l'avion, quand on voit l'état du train, et puis surtout quand on voit à l'arrière du train le fuselage plissé, on se dit il y a eu un atterrissage, un gros choc. Ah oui. À Nantes, c'était quelle compagnie? Non, c'était Transavia. Et c'était dans le week-end, hein, je crois. Oui, ce week-end, j'ai vu les infos passer, etc. Donc là, effectivement, de le dire, le pilote, il était allé fort, il a tapé fort, il a raté son atterrissage, il a fait un hard landing. Peut-être que c'est ça, mais qu'est-ce qui a fait qu'il y a eu cet atterrissage fort? Et c'est là où il vaut mieux être prudent et attendre que les 3 ou 4 enquêteurs du BEA aient rendu leur premier rapport. Et là, on le saura. Juste une dernière chose aussi, je parle du BEA. Moi, je trouve que le BEA fait un travail remarquable parce que ce soit la sortie de piste de Montpellier ou l'atterrissage dur à Nantes. Moi, c'est par le BEA que j'ai eu l'information, c'est-à-dire que sur leur fil Twitter, je trouve qu'il y a eu une grosse évolution dans la manière de communiquer du BEA. Alors, il reste encore des choses à faire. Non, mais il y a une réactive pédagogique même. Pardon, on nous signale que Jean-François a une info pour nous. Oui. Alors, va vers un micro, là. Nous sommes en direct. Prends un micro. Alors, Jean-François. Baisse-toi un peu, parce qu'on ne te voit pas. Je suis dans le cadre. Voilà, ouais. Salut Jean-François. J'ai effectivement eu l'info. Donc, il y a effectivement 2 pistes, comme on le sait à Montpellier. L'une de 2700 mètres qui est utilisée par les trafics commerciaux et uniquement par les trafics commerciaux. Et la deuxième qui est plutôt réservée au trafic d'aéroclub, en fait, tout simplement. Et le pourquoi l'aéroport a été fermé, c'est parce que la piste donc de 2700 mètres est la piste principale. C'est la 30-12, 30R12L. Tout à fait. Et donc, en fait, la deuxième ne peut pas accueillir de trafic commerciaux. Elle est vraiment réservée pour les trafics d'aéroclub et les plus petits appareils. Et donc, les enquêteurs sont arrivés par la route. Ils ont préféré tout fermer. Voilà, c'est ça. Ils ont fermé et il n'y a pas eu de trafic commerciaux ni de trafic d'aéroclub, y compris lors de la fermeture de l'aéroport de Montpellier. Voilà. Merci Jean-François, puis merci aussi à l'aéroport de Nantes, de Montpellier d'avoir répondu, c'est sympa. C'est très sympa de nous avoir répondu. On reviendra certainement sur ce. Quand on aura le rapport. Sur ces événements, on poursuit. Je disais tout à l'heure que. Vas-y Thierry. En 10 secondes, donc vraiment quand on dit l'avion est arrivé le nez dans l'eau, on est bien content que les pilotes s'en soient sortis, mais on voit aussi qu'on est passé. Et le courrier aussi, il est sec. et on voit qu'on est quand même passé pas loin de quelque chose de plus grave, puisque un nez dans l'eau, si c'est trop profond, c'est pas bon pour la santé. Et donc une sortie de piste, ça peut être très grave. On était passé il y a quelques années, il y a une petite dizaine d'années, à Lyon-Saint-Exupéry, très près d'un accident majeur. 2013. Une sortie de piste s'était terminée tout près d'une zone de travaux où une dépression, enfin un gros creux temporaire avait été créé à côté de la piste, et là si l'avion était tombé, ça aurait causé beaucoup plus de dégâts à l'avion d'abord et certainement aux occupants. Alors cette configuration temporaire avait failli être fatale. Je conclus d'ailleurs, Gilles, tu parlais du BEA, sortie de piste de Lyon. Le BEA publie environ une dizaine d'événements par an de sortie de piste. J'en ai recensé 10. En France oui, mais alors France et Monde, 2021. France, oui, d'accord. 2021 et 2022, on est déjà à 11. Et par exemple, sur les 11 de cette année, il y a 3 vols commerciaux sont concernés. Alors après, il y a des vols de loisirs, du local, de l'instruction, des vols en instruction. Alors après si on met les avions d'aéroclub et les avions... ça va très vite. Là, on va monter les statistiques, parce que les sorties de piste, c'est quand même un des cas fréquents en aviation générale d'accident. Évidemment, là, c'est que lorsqu'il y a enquête. Le chat, je mets mes lunettes chat. Le nez dans l'eau. Alors...
C'est le nez dans l'eau. Oui, Il y a un 747 Air France qui avait fait cela à Tahiti. Ouais. Effectivement, à Tahiti, c'était un 747 de China Airlines, ça je m'en souviens. Et le 747 Air France qui a fait ça à Tahiti. Alors, je me suis renseigné là-dessus. Merci pour la question. Là, il y avait eu, l'enquête l'a révélé, à l'époque, un problème de gestion des automanettes du 747-400. Et bon, le commandant de bord, d'ailleurs, avait, à l'issue, été mis en retraite anticipée. Voilà, l'enquête est close. Je le dis parce que c'est une information publique qu'on pourra même retrouver dans les rapports du BEA. Ouais, Mais merci beaucoup pour ça. Et Kai-Tak, c'était quel aéroport, Kai-Tak, quel aéroport. Ouais. À Saint-Barth, effectivement. Ouais, il y a Saint-Barth, je regardais justement. Là, il y a des vidéos d'ailleurs. C'est sportif, hein, Saint-Barth. C'est Saint-Barth, sportif. Ouais. Kai-Tak, ça l'était aussi. Quel aéroport, Kai-Tak? Kai-Tak, ouais, c'est vrai que c'était quelque chose. À Hong Kong, Et- fermé en 98. Je me permets juste de rebondir, je vois aussi Franck qui a parlé à Montpellier, le truc troublant, c'est la vitesse de passage du seuil, 170 nœuds d'après France 24. Même en prenant non, des... Flight Radar 24. Ah, pardon, Flight Radar 24, désolé. Voilà, je salue France 24 pour qui j'ai travaillé pendant 4-5 ans. Il y a déjà Flight Radar 24, mais c'est vrai que c'est énorme parce que justement, il disait pour un 737, c'est beaucoup. Et effectivement, ouais, si je dis pas de bêtises, et de mes souvenirs de mes cours, on était plutôt aux alentours des 145 nœuds. Quoi. D'accord, ouais, donc ça Donc, fait. c'est intéressant il y a une parce belle que majoration, le justement. West Atlantique était à peu près à cette vitesse-là, hein, 165, 170 nœuds aussi au Oui, seuil bah, la c'est- semaine dernière. C'est Ouais. lui, hein, c'est lui. Bah, c'est lui, dont on parle. justement. Ah, je Montpellier, croyais que c'était Nantes, pardon. Non, non, ouais. Autant pour moi. Bah, voilà, Autant c'est ça, pour toi. justement. Bon, Allez, on enchaîne. On a un énorme programme. Alors, Oui. s'il vous plaît, faites moins court que moi. Hein. Plus court, pardon. Je sais plus ce que je dis. Et bien, justement, c'est on va toi. partir en Italie. Thierry. Alors, Thierry, on va en reparler tout à l'heure. Vous verrez pourquoi. Voilà. Alors, Thierry Piaggio. Magnifique machine. Qu'est-ce qui se passe en Italie? Alors, apparemment, le gouvernement italien ne va pas abandonner l'avionneur. C'est une machine formidable. Tu nous en dis quelques mots? Alors voilà, l'article qui m'a fait réagir dans Aérobuzz, c'est un article qui parlait d'un nouveau soutien de l'État italien à Piaggio, au constructeur Piaggio, qui est le constructeur de cet avion qui s'appelle l'Avanti, le P180 Avanti. La dernière version, c'est l'Evo, je crois. Un avion dont la conception date des années 80 et qui a la particularité de cette architecture avec un plan porteur. Alors, c'est pas un canard, c'est un plan porteur avant. Oui. Mais ça ressemble quand même ça à- ressemble à un voilà. canard, Oui. la grosse moustache. La voilure principale est rejetée assez loin en arrière. Les deux hélices sont donc il y a deux hélices qui sont vraiment tout à l'arrière de l'appareil. C'est un avion qui va assez vite, qui consomme assez peu par rapport à un jet. Alors il va plus vite qu'un turboprop classique, donc il va plus vite qu'un King Air ou qu'un TBM par exemple, mais il consomme moins qu'un jet. Et il a un bruit particulier. Il a ce bruit particulier. Donc je vais revenir un petit peu en détail sur tout ça. Mais pour moi, c'est un avion qui illustre la difficulté en aéronautique à innover, à révolutionner une architecture. Bien sûr, tous les avions sont innovants quand ils arrivent sur le marché, chacun à sa façon. Mais là, quand on veut révolutionner l'architecture de l'avion, c'est difficile d'avoir du succès commercial. C'est pas le seul avion qui a essayé de révolutionner, de présenter une architecture très nouvelle et qui a eu du mal à trouver son marché, à trouver ses clients. Il y a eu assez peu de ventes. Et donc cette particularité, qui pour moi en fait une magnifique machine, c'est la formule aérodynamique qui a été retenue. Donc l'avion va plus vite que les turboprops classiques. C'est de l'ordre de Mach 0,6. Il consomme moins qu'un jet. Donc c'est un compromis qu'on aurait pu trouver intéressant. Et combien de personnes il peut emporter? Et alors justement, voilà, c'est un autre point qui est vraiment intéressant, il me semble. Alors, je crois qu'il peut emporter 8 passagers, mais la cabine, c'est l'équivalent de celle d'un Falcon 50. Donc c'est beaucoup plus spacieux, c'est beaucoup plus spacieux qu'un avion classique à turboprop. C'est beaucoup plus spacieux qu'un King Air, c'est beaucoup plus spacieux qu'un TBM ou un PC-12. Je te coupe, mais d'ailleurs, grâce à cet espace cabine, il a été beaucoup utilisé pendant la crise sanitaire, cet avion. Tout à fait. Et donc, pourquoi la cabine est-elle spacieuse? Parce qu'on a dit on va rejeter la voilure en arrière et ça évitera d'avoir le longeron, c'est-à-dire cet axe structurant dans la voilure, d'avoir le longeron au milieu de la cabine qui encombre, qui prend de l'espace aux passagers. Et donc, tout en gardant une surface frontale, donc qui est un critère aérodynamique important, tout en gardant une surface frontale limitée, on a un grand volume de cabine, une grande section de fuselage disponible pour les passagers. Et donc tout ça donne cet aspect particulier à l'avion. Alors,
pourquoi il n'a pas eu de succès commercial, c'est très difficile à dire. Je vais avancer un début d'explication, mais alors vraiment, je prends un risque. La conception de l'avion date des années 80, ce qui n'empêche pas qu'il a toujours une sacrée gueule, qu'il a toujours l'air un peu futuriste. Il ressemble aux avions un peu de Star Wars. Il y a un peu de ça. Martin, je ne sais pas si on peut passer une image de l'Avanti, si on peut revenir sur l'article d'Aérobuzz. Alors, on a amélioré le son, mais bon, on a des petits soucis de... Ah non, c'est ma faute. C'est peut-être moi qui aurais dû prévoir. Où en étais-je, pardon. Je parlais de difficultés commerciales. Voilà, pardon. Donc, toute cette architecture, l'idée de consommer peu et d'avoir une grande cabine, tout ça a conduit à rejeter les moteurs en arrière, les hélices tout à l'arrière. Et les hélices sont dans le flux des gaz d'échappement. Les gaz d'échappement soufflent dans les hélices, si vous voulez. Et ça produit, c'est une particularité, ce sont des gaz chauds, des gaz qui vont vite, et ça produit un bruit particulier. Il faut vraiment être très 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 fanat d'aéronautique pour aimer ce bruit. Disons qu'il est gênant. La fréquence sonore en particulier. Alors, c'est pas forcément un niveau de bruit en décibels. Bon, aussi, il y a les décibels, mais il y a aussi la fréquence sonore. La fréquence, désagréable à l'oreille humaine. Et peut-être, donc je parlais de la conception dans les années 80, peut-être qu'il est arrivé sur le marché justement au mauvais moment de ce point de vue-là, parce qu'on a commencé à beaucoup se préoccuper de bruit. On s'en est toujours préoccupé, mais beaucoup s'en préoccuper à la fin des années 80, au début des années 90. Et donc, c'est peut-être un élément qui a limité son succès commercial malgré ses qualités. Oh, pardon, excusez-moi, je voulais vous mettre le Piaggio, justement. On parlait du bruit. C'est la pub. Je me permets d'ailleurs, et je rebondis sur Alfred. Franck Mi, on parle bien du seul turboprop qui fait plus de bruit qu'un turbo-réacteur simple flux avec post-combustion. PC. Oui, non, mais c'est bon, il exagère un petit peu. Non, mais c'est un fait que c'est un. Ah, il est au sol là. On le voit là à l'atterrissage. Hein. Oui. Tu peux arrêter, ça, il fait trop de bruit ton Piaggio là. Donc effectivement, c'est un avion qui fait vraiment beaucoup de bruit, qui, je sais, à Bron, puisque il y a une compagnie Oyonnax. Qui en exploite 8 à Bron, 8, puisqu'on a fait un article pour annoncer l'arrivée du 8e là, il n'y a pas longtemps. Et donc, c'est vraiment un problème avec les riverains. Et donc, les riverains vont être soulagés parce que Oyonnax a décidé de déménager et quitte l'aéroport de Lyon-Bron et va sur Saint-Étienne. Saint-Étienne, d'accord. Donc Andrézieux-Boutéon, ils vont être contents. Voilà, donc l'aéroport d'Andrézieux est moins contraint, mais c'est vrai que c'est un avion que nous, ici à Ternay, puisqu'on fait cette émission depuis Ternay, dans la région lyonnaise, on l'entend arriver de loin. J'ai pas besoin de flight radar pour savoir ce qui passe au-dessus de la tête ou ce qui arrive. Hein. Donc c'est un avion. Mais à côté de ça, c'est vrai, comme tu le disais Thierry, c'est un avion rapide. J'ai eu l'occasion, moi, de voler en tant que passager. C'est vrai que la cabine est spacieuse. Et puis, j'ai pu suivre les évacuations sanitaires là, pendant le Covid. C'est vrai que... Bon, alors, l'accès pour rentrer le brancard, il se mettait à 6 ou 8. Hein, parce qu'avec entre le malade plus tout l'équipement de survie, c'était compliqué, mais ils ont fait quand même plusieurs centaines d'évacuations sanitaires entre tous les hôpitaux de France et même en Allemagne. Voilà. Donc voilà ça. Et alors, tu as d'autres choses. Oui, alors je voulais juste ajouter une chose, c'est que effectivement, comme tu le disais au début, aujourd'hui, Piaggio Aerospace, le constructeur est en grande difficulté. Ça dure depuis 2 ans. Ça fait 2 ans alors ça fait bien plus longtemps qu'il est en difficulté, mais ça fait quand même 2 ans qu'il y a un administrateur judiciaire qui cherche désespérément des repreneurs. Il en avait trouvé. À un moment, il avait annoncé qu'il en avait 5 en cours de finale, et puis maintenant, il n'y en a plus. Entre-temps, le gouvernement italien a passé des commandes en permanence. C'est-à-dire que le gouvernement italien a commandé beaucoup d'avions, leur a confié à Piaggio la maintenance de plusieurs avions. Et puis même, ils ont lancé un programme de transformation du Piaggio Avanti en drone aussi.
Donc tout ça, on peut dire que le gouvernement italien a mis sous perfusion Piaggio depuis pas mal d'années. Bon, ça c'est... Il n'a pas dit son dernier mot. C'est de bonne guerre. Cet avion. C'est tout ce qu'on lui souhaite. Ouais. Voilà, c'était joliment dit sur le chat. Un bruit de moustique. Non, un bruit de Concorde. Un bruit de moustique avec le Faut volume que je d'un remette mes Concorde. lunettes. Voilà. Ouais. Et quelqu'un a fait un clin d'œil aussi au lead qui est derrière moi. Ouais. Bon, on ne présente plus Rémi Michelin, photographe aéronautique. Et alors, pour l'anecdote, le pilote que vous voyez sur la couverture, c'est Marty. Ah, ouais. Voilà, qui est devenu pilote démonstrateur du Rafale. Solo Display 4. Voilà, Ouais. on salue Marty qui nous regarde évidemment. Alors, on peut pas citer le bouquin sans dire de quoi il s'agit. Donc il s'agit d'un parallèle. Merci Thierry, c'est vrai. Page après page, un parallèle entre la nature, donc entre les oiseaux, entre la nature qui vole et les machines qui volent. Ouais. Les machines et leurs pilotes. Et la couverture est de ce point de vue très représentative. Magnifique. On salue Rémi Michelin aussi. Et on enchaîne tout de suite. Peintre de l'air. Peintre de l'air, exactement. On enchaîne alors avec... on est toujours dans le débrief. Une actu importante aussi de ces derniers jours, Gilles. La semaine dernière, donc l'ADEME, l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, qui est rattachée au ministère de la Transition écologique, a publié une nouvelle étude prospective intitulée « 3 scénarios pour décarboner le transport aérien ». Oui, alors donc je dirais c'est presque un nouveau pavé dans la mare. Bon, on a l'habitude avec l'ADEME d'avoir des rapports ou des préconisations qui font pas forcément toujours plaisir au milieu aéronautique. Alors là, elle présente trois scénarios. Donc un scénario où rupture technologique. La rupture technologique, c'est-à-dire qu'elle fait confiance à l'industrie pour réussir la transition énergétique et à ce moment-là atteindre l'objectif de zéro émission de CO2 en 2050. Voilà. Ça, c'est le premier. Le deuxième, c'est le scénario de modération du trafic. Et puis le troisième, c'est un petit peu un mix de tout. Voilà. Ouais. Bon, on retient modération du trafic, parce que modération du trafic, c'est un des leviers qui est mis en avant aussi par le Shift Project et puis Super Héros des Carbo, donc des anciens élèves de Super Héros qui sont aujourd'hui dans l'industrie aéronautique, anciens élèves d'une école d'ingénieurs aéronautiques, mais qui aujourd'hui travaillent dans l'industrie aéronautique en tant qu'ingénieur. Donc, il préconise une baisse du trafic. Alors bon, ça fait 2-3 ans qu'ils font parler d'eux. Ils alimentent régulièrement avec des nouvelles études, des nouveaux rapports. Mais dans cette chronologie, ce qui est intéressant de noter, c'est que il y a 15 jours, c'est le président d'Aéroports de Paris qui a repris cet argument de la modération. C'était sur BFM Business. Et là c'est... Je dirais, c'est plus des jeunes ingénieurs ou des élèves ingénieurs des plus grands aéroports d'Europe qui sont, je dirais, c'est normal qu'ils remettent un peu en question ce que les aînés ont fait. Mais là, c'est carrément Augustin de Romanet, PDG d'Aéroports de Paris, un des plus gros aéroports au système aéroportuaire du monde, et qui dit, dans les années à venir, il va falloir être raisonnable. Et là, on d'ici à ce qu'on ait trouvé une solution technologique. C'est là où je voulais en venir. C'est-à-dire que on se projette. Airbus nous projette en 2035 en disant en 2035, on aura les premiers avions régionaux à hydrogène. Et en 2050, on n'aura plus d'émissions de CO2. Mais en attendant, qu'est-ce qui se passe ? Si on veut atteindre l'objectif 1,5 degré, c'est d'ici de réchauffement du climat d'ici 2050, il faut 2100. Ouais. Donc il faut dès maintenant réduire les émissions. Et pour réduire les émissions, si on a toujours les mêmes avions, c'est moins les utiliser. Donc c'est d'où la modération du trafic. Et alors, ce qui m'a donné envie de vous en parler aujourd'hui, c'est que
l'ENAC, dont on a parlé tout à l'heure, l'École nationale d'aviation civile, à Toulouse, qui forme pas simplement des pilotes de ligne, mais elle forme surtout des contrôleurs aériens et surtout des ingénieurs de l'aéronautique, a décidé à cette rentrée-là de faire un cursus pré-rentrée en quelque sorte, c'est-à-dire pendant une semaine avant le démarrage du cursus traditionnel, les élèves et leurs profs vont débattre pendant une semaine de tous ces sujets environnementaux. Et ça, je trouve que c'est remarquable, parce qu'en plus, l'ENAC a mis en place cette réflexion il y a 2 ans à peu près, et en 2 ans, ils ont réussi à monter un programme qui implique quand même une 50aine de profs. Ça veut dire que pour les profs aussi, c'est une sacrée remise en question de ce qu'ils avaient l'habitude d'enseigner. Et donc là, ils vont parler de tous les sujets. Sujets techniques, mais également sujets sociologiques aussi. Et je trouve que c'est une façon aussi d'apporter, du moins d'aider les futurs ingénieurs aéronautiques à aborder le sujet avec plein d'éléments. Mais là-dessus, il n'y a pas que les ingénieurs, il y a aussi les pilotes et les contrôleurs aériens, toutes les filières. Et ce qui est intéressant, c'est que ces différents cursus seront mélangés pendant cette période. C'est-à-dire qu'il n'y aura pas que tout le monde se retrouve au même endroit. Voilà, alors ça sera étalé dans le temps, parce qu'il y a 400 élèves à passer quand même, mais ils seront tous mélangés. Ouais, donc ça permet aussi de croiser les réflexions. Exactement. C'est intéressant parce qu'on se dit, un contrôleur qui discute avec un pilote, ils peuvent trouver tous les deux une solution pour pouvoir. Bien sûr. Pour moi, c'est un geste très fort de l'ENAC. On est bien au-delà du symbole. On commence l'année par ça. Tous les élèves sont concernés. Et la simple dénomination d'ailleurs de l'action, rentrée climat, est assez frappante. Ils se sont contentés de 2 mots, 2 mots frappants, très directs. Et ils vont la décliner aussi en anglais. Ah oui. Parce que donc du coup, parce qu'il y a quand même une part importante des élèves de l'ENAC qui sont aussi des étrangers, qui sont envoyés souvent par leur pays pour être formés. Et donc ça, je trouve là aussi très très intéressant de diffuser cette information, cette formation, cette sensibilisation. Voilà. Et puis de voir l'ENAC faire ça, je pense que ça a donné aussi des idées aux écoles privées aussi de manière générale en France, certainement, ou à l'étranger. Moi, je vois dans mon école, ils avaient déjà essayé de trouver des moyens, pas forcément sur la formation, mais sur le matériel utilisé. Le camion qui venait faire le plein, je crois qu'il s'était remplacé par des camions électriques. Donc petit à petit, on voit tout le monde faire des efforts dans l'aéronautique et je trouve ça bien. Il faut savoir que l'ADEME a sélectionné parmi les 3 scénarios donc, la modération du trafic aérien, mais elle s'appuie aussi, elle met quand même en avant 5 leviers de décarbonation. Donc je ne sais pas si on les a cités, mais augmenter l'efficacité énergétique, baisser l'intensité réduire le trafic, on l'a vu, favoriser le report modal aussi et augmenter le remplissage des avions. Un clin d'œil à la 380 qui n'a pas dit son dernier mot visiblement aussi. Et un rapport qui suscite le débat. On a notre confrère des Échos, Bruno Trévidy, éminent confrère, très, très respecté en tant que journaliste aéronautique, qui sur les réseaux sociaux reproche à ce rapport d'être un rapport à charge, biaisé, de présenter une fois de plus comme l'avion comme un moyen de transport pour les riches, de ne pas prendre en compte les aspects sociétaux et économiques de l'aviation et de ne pas tenir compte non plus des progrès réalisés ou en train d'être réalisés. Donc au moins l'ADEME a réussi à susciter le débat. Ah oui, puis c'est pas comme je le disais au début, c'est pas la première fois donc que l'ADEME met les pieds dans le plat et c'est un fait. On enchaîne. Donc le jump seat, donc vous connaissez le principe, on a chaque émission un invité ou une invitée évidemment. Des fois plusieurs. Des fois plusieurs, voilà. Alors aujourd'hui, c'est un invité surprise. Alors on a eu beaucoup de mal à l'avoir. Il est par monts et par beaux, il est toujours en vadrouille. Allez, j'arrête de dire des bêtises, c'est Thierry, notre invité aujourd'hui. Thierry Dubois, voilà. Thierry, c'est un pilier de la rédaction d'Aérobuzz, mais c'est aussi un ingénieur aéronautique. Et tu es le chef du bureau France de Aviation Week, c'est ça? C'est ça, oui. Alors, ingénieur aéronautique, Aviation Week, Aérobuzz.
Et raconte-nous ta vie en 1 minute. Bon, alors je vais corriger. Effectivement, je suis ingénieur en énergétique et mécanique des fluides. C'est le titre officiel de mon diplôme. Et t'as étudié où déjà, Thierry ? C'était à Toulouse. C'était à Toulouse. D'accord. À Dessin d'ailleurs. Mais j'ai pas fait d'école aéronautique à proprement parler. D'accord, d'accord. Bon, ça doit te parler alors la décarbonisation. Je suis dedans. Oui, je suis dedans. Que ce soit pour Aérobuzz ou pour Aviation Week, je suis dedans toute la journée. Et puis effectivement, ça me rappelle des choses. Et alors Aviation Week. Si je peux commencer par un souvenir particulier d'ailleurs, c'était quand je dis ça me rappelle quelque chose pendant mon cursus donc à l'ENSET à Toulouse dans cette école d'ingénieurs, on avait un prof de thermodynamique qui un jour écrivant une équation. Je ne me souviens pas, une équation au tableau sur l'efficacité thermodynamique des réacteurs, finit d'écrire l'équation, se retourne vers nous et nous dit « Donc vous voyez que ce n'est pas un moyen économique de se déplacer. » Et c'était au milieu des années 90. Donc évidemment, les problèmes énergétiques et climatiques commençaient bien sûr à ce moment-là à émerger, mais c'était quand même inattendu et frappant. Voilà, ça m'est vraiment resté cette idée de la mauvaise efficacité finalement de la propulsion par turboréacteur dans une formule au tableau. Oui, alors donc comment en démarrant ta vie comme élève ingénieur, et puis tu as eu ton diplôme d'ingénieur, alors pas aéronautique, mais tu aurais pu faire une carrière dans l'aéronautique, à quel moment tu as choisi de devenir journaliste ? Alors, j'ai toujours beaucoup aimé en tant que lecteur, en tant que spectateur, j'ai toujours adoré les médias. Je passais beaucoup de temps à m'informer, à lire les grands quotidiens, les hebdos, à regarder des émissions d'information. Mais effectivement, j'avais jamais eu l'idée d'être journaliste moi-même. Vraiment, je me destinais à une carrière d'ingénieur. Et puis, à la fin de mes études, j'ai fait partie de ceux qui ont fait leur service militaire. Je faisais partie des derniers. Et donc, j'ai connu ça aussi. 94-10. Et donc, il faut imaginer un brave soldat de première classe sur la base aérienne d'Orléans-Brissy, abonné à Aerocosmos, en l'occurrence, la revue de référence. Il n'y avait pas encore Aérobuzz. Donc, j'étais abonné à Aerocosmos pour trouver du boulot. L'idée, c'était que, comme beaucoup de jeunes appelés, pendant mon service militaire, je cherchais du travail pour savoir quoi faire à la sortie. Donc je lisais Aerocosmos pour me tenir au courant de l'actualité aéronautique, et je lisais en particulier les 2-3 pages de petites annonces, offres d'emploi. Et la petite annonce qui a été la bonne, ça a été une annonce d'Aerocosmos qui recherchait des gens de formation technique pour intégrer sa rédaction. Alors je dis au pluriel parce qu'à ce moment-là, ils avaient plusieurs départs simultanés, retraite ou autres. Et donc j'ai fait partie de trois embauches. On était 3 jeunes embauchés. Voilà, à ce moment-là, en 97. Voilà. D'accord, donc c'était un peu le hasard, et donc j'ai sauté sur l'occasion, et puis j'ai eu la chance, ça a marché, mais j'ai vraiment sauté sur l'occasion. Je peux être à la fois dans l'aéronautique, dans un métier technique, et dans les médias, être journaliste, raconter ce qui se passe. Et du coup, tu n'as jamais travaillé donc, dans l'industrie ? Et effectivement, c'est ce que ma femme me fait remarquer de temps en temps. Si je lui dis, si vaguement dans la conversation avec les enfants, je parle d'un diplôme d'ingénieur, elle me rappelle que je n'ai jamais exercé, effectivement. Voilà. J'ai fait des stages passionnants, mais effectivement avant le diplôme. Donc, tu as commencé par Aerocosmos. C'est ça. Et puis à un moment, tu as quitté Aerocosmos, et c'est là que tu as commencé à bosser pour des magazines internationaux. Alors pour être honnête, Aerocosmos c'était super. J'ai surtout quitté Paris en fait. J'adore Paris, je salue les Parisiens. Mais la vie en Paris intramuros, en tout cas à l'époque, était. Alors, est-ce que tu me permets de raconter une anecdote personnelle ? C'est-à-dire que j'étais au salon du Bourget. Alors je ne sais plus en quelle année, mais tu nous le diras après. J'étais au salon du Bourget pour faire mon reportage, et puis je vois arriver derrière moi quelqu'un avec une cravate qui me rappelle. Vous êtes Gilles Roy, je sais que vous êtes journaliste aéronautique et que vous êtes basé à Lyon. Est-ce que vous arrivez à travailler depuis Lyon ? Et ça, c'était Thierry qui me posait la question. Donc, à l'époque, on se voyait. Et puis, il avait du respect pour moi, puisque j'étais quand même plus ancien que lui. Et, toujours. Et donc, je lui dis, bah oui. Et j'ai dû être convaincant parce que quelques temps après, alors,
C'est pas à cause de moi qu'il a quitté Air Cosmos, hein, donc Non. s'il vous plaît. Mais bon, donc c'est à ce moment-là que tu as basculé. Ouais. Et effectivement, donc je suis devenu pigiste. Donc j'ai commencé à travailler pour plusieurs journaux. J'ai continué à travailler pour Air Cosmos, mais en tant que pigiste, c'est-à-dire à l'article, pas en tant que permanent, mais à l'article. Et effectivement, j'ai commencé à travailler aussi pour d'autres journaux, dont des magazines de langue anglaise. D'accord. Ouais. Alerte chat, le gang des Lyonnais revisité, nous dit Alfred. Alors je ne sais pas dans quelle région est Alfred, on serait. Je pense que c'est notre confrère qui est à Paris. Je le soupçonne. D'accord. Effectivement, le gang des Lyonnais. Ouais. Effectivement, ouais. On savait Toulouse et Bordeaux, capitale de l'aéronautique, et ben on va bientôt découvrir Lyon, capitale de la presse aéronautique. Exactement. Ça c'est pour nos confrères parisiens, ça. Et notre plateau est installé juste à côté de Lyon, à Ternay. Voilà. Donc on en revient donc à Thierry. Voilà. Donc tu as commencé à bosser pour AIN notamment, mais pas que. C'est ça. Donc les 2 premiers magazines de langue anglaise pour lesquels j'ai travaillé, c'était Aviation International News, qui est plus connu effectivement aux États-Unis sous son sigle AIN, et Aviation Maintenance, Aviation Maintenance, qui est aussi un magazine anglophone. Et dans les 2 cas, c'est parce que je croisais régulièrement sur les salons leur rédacteur en chef. C'était juste des relations confraternelles simples, bonjour, bonsoir. Tu les vous voyez en anglais c'est plus facile, c'est you. Et donc un jour, ça devait être au tout début de ma carrière de pigiste, j'ai donné ma nouvelle carte de visite à la rédactrice en chef d'Aviation Maintenance en lui disant tiens, au fait, je suis pigiste. Et puis elle m'a dit et si tu travaillais pour nous? Et en fait, j'étais juste en train de faire ma publicité sans me rendre compte que peut-être quelqu'un allait me demander d'écrire en anglais. Et ça a été elle la première. Il se trouve que je travaille toujours avec elle d'ailleurs chez Aviation Week maintenant. Mais ça a été elle la première à me demander si je pouvais travailler pour un magazine de langue anglaise. Et alors donc, ton boulot là, de journaliste français dans des magazines, des périodiques américains, ça consiste en quoi? Tu racontes ce qui se passe en France ou, Oui, principalement, c'est ça. C'est principalement ça. Donc maintenant, le seul magazine de langue anglaise pour lequel je travaille, enfin le seul groupe de publication pour lequel je travaille, c'est Aviation Week Network. Donc effectivement, je suis principalement leur correspondant en France. Je raconte ce qui se passe dans l'industrie française. Je ne suis pas tout seul dans la mesure où mon chef de rubrique aviation commerciale, transport aérien, s'occupe de la majeure partie de ce qui se fait chez Airbus, mais il me reste quand même pas mal, il me reste quand même de quoi raconter, il me reste du grain à moudre, notamment en parlant de Safran, Thales, Dassault, Daher, et j'en passe. Et notamment, alors, les principaux sujets qui intéressent mes lecteurs et pour lesquels je suis bien situé en France, c'est d'une part la recomposition, la consolidation de la supply chain, donc du réseau de fournisseurs d'Airbus, puisqu'une grande partie est en France. Et le deuxième sujet, depuis 2-3 ans, c'est l'hydrogène. Et la France et l'industrie française étant en pointe, européenne, mais en particulier française étant en pointe. Ce qui intéresse beaucoup les lecteurs d'Aviation Week, en tout cas de mon point de vue, c'est l'hydrogène. D'accord. C'est une excellente transition pour notre prochaine rubrique. Évidemment, on va reparler avec toi, Thierry. Tu vas intervenir jusqu'à la fin de l'émission en tant qu'invité aussi. Chroniqueur, jump seat et invité. Donc j'ai 2 fois plus de temps de parole alors. Super. Exactement. Donc on lance tout de suite notre chronique Point Fixe. Et donc Point Fixe, comme vous le savez, c'est une chronique qu'on approfondit, on s'intéresse d'un peu plus près à un sujet qui nous, là aussi, qui nous tient à cœur et aussi de nos lecteurs sur Aérobuzz, car je le rappelle, la plupart de nos sujets sont traités sur Aérobuzz. Et alors Thierry, justement, il y avait une transition quand même parce que tu viens de parler de l'hydrogène, tu t'intéresses beaucoup aussi à l'aviation de demain, hein. Et Point Fixe, donc qui est mené par Gilles aujourd'hui. Si pour le transport aérien, l'avenir passe justement par l'hydrogène, pour l'aviation légère et les nouvelles mobilités aériennes, alors aviation légère, aviation de loisirs, avions, ULM, mobilité urbaine, les eVTOL notamment, les taxis urbains, il semblerait que l'électricité soit l'avenir, en tout cas sur le moyen terme. L'électrification de l'aviation légère, c'est le point fixe de ce 10e jump seat avec Gilles Roy. Je tutoie.
Alors en attendant l'hydrogène, Gilles. Oui, ça c'est un super lancement. Hein. Oui, alors donc Thierry, tu en parlais de l'hydrogène. C'est vrai que l'hydrogène, ça a l'air d'être un sujet très européen parce que c'est quand même Airbus qui a lancé ça en plein début de la pandémie. Donc Guillaume Faury a dit la nouvelle frontière de l'aéronautique, c'est l'hydrogène. Et donc avec des ambitions énormes, parce que le défi technologique est très très important. Alors l'agenda, c'est la première échéance, je dirais, c'est 2035 avec les premiers avions régionaux à hydrogène. Et en revanche, du côté Boeing, on ne parle pas d'hydrogène. Non, Boeing mise tout sur les carburants dits alternatifs, les SAF. Alors, les carburants alternatifs, donc les SAF... Alternatifs durables, pardon, le nom complet, c'est carburants alternatifs durables. Ouais. Les SAF. Donc, les SAF et l'électrique. Hein. Donc, je réponds à ta question, monsieur l'animateur en chef. Et donc ce sont deux leviers. Continuons à employer le terme de levier de la MEL que chérit l'ADEME. L'ADEME. Donc ces deux leviers peuvent permettre de commencer à réduire les émissions de CO2, mais a priori, du côté européen, on ne croit pas que ça sera la solution. Alors que tu dis que Boeing, lui, est plutôt... pense qu'on pourra supprimer toutes les émissions de CO2 Oui, il faut fortement les réduire avec des SAF. Côté électrique, Airbus croit une dose d'électrification, une dose d'hybridation, pour être précis, comme dans les automobiles. Voilà. Alors justement, tu parles les automobiles, on peut faire le parallèle. On a vu que il a suffi que les gouvernements mettent des subventions pour l'achat de voitures électriques pour que les constructeurs s'engouffrent complètement dans cette voie. Et aujourd'hui, donc, les voitures électriques, on en voit, tous les constructeurs ont une offre très très importante. En revanche, au niveau aviation, eh bien, pour l'instant, il y a un seul avion certifié électrique, c'est donc le Vélis Electro de Pipistrel. Et quand on parle d'avion, on est un peu gentil parce que ça ressemble quand même plus à un ULM. Hein. Il existe d'ailleurs en catégorie ULM. Mais là, donc là, c'est avion, certes. Donc, ce qu'on voit, c'est que c'est quand même un sacré défi de vouloir faire voler des avions à l'électricité. Mais n'empêche que, comme toujours, pour l'aéronautique, c'est un défi qu'elle est en train de relever. Et puis donc, elle le relève de façon assez encourageante, dynamique. Alors, mais on voit pas mal de prototypes, trucs tournés, au fur et à mesure. Moi, je me rappelle justement, Gilles, quand tu parlais du Covid et Airbus qui rentrait là-dedans, ils avaient fait une annonce justement, vu qu'il y avait, mis à part le Covid, c'était une des actualités, des seules actualités entre guillemets de l'aéronautique. C'est vrai que même nous, à l'école, on en avait parlé entre nous en disant ça a l'air prometteur en tout cas. Question sur le chat. Alors, je mets mes lunettes. Ce qui a poussé alors toujours notre ami Franck. Ce qui a poussé les constructeurs auto à s'y mettre, c'est surtout la limitation du quota d'émissions moyen sur l'ensemble de la gamme. Ils n'ont pas eu d'autre choix pour continuer à vendre des SUV thermiques, c'est vrai, haut de gamme, que d'avoir suffisamment de ventes zéro émission. C'est une précision effectivement qui est importante. Et donc, vrai effectivement, il n'y a pas eu que les subventions. Les subventions sont arrivées après coup. Merci Franck. C'est une réglementation européenne qui a lancé le mouvement, on peut le dire comme ça. Et je ne suis pas sûr qu'aux États-Unis, il y ait des subventions pour acheter des Tesla. Ça m'étonnerait. Ça m'étonnerait aussi. En tout cas, l'automobile et l'avion, il y a 3 dimensions pour l'avion et il y a un ennemi justement dans l'électrique, c'est le poids. C'est peut-être plus facile d'équiper les voitures de batterie qu'un avion. Tout à fait. Bien sûr. Tourne vers l'ingénieur. On sort la carte ingénieur. Voilà. Alors donc oui, effectivement, l'ennemi en aviation, c'est le poids encore
plus que dans l'automobile. Si on fait une Zoé, qui est une voiture relativement petite, qui pèse, je crois qu'elle pèse à peu près 1,5 tonnes, ça n'empêche pas la voiture de rouler. Alors oui, les accélérations seront peut-être plus lentes, ou il faudra en tenir compte au moment du freinage, mais ça se gère. On a toujours une automobile qui va à la même vitesse que les autres, qui circule avec les autres, et qui a 4 ou 5 places, je ne sais plus. En revanche, dans l'aéronautique, le poids est un ennemi bien plus dangereux, puisque tout ce qu'on fait voler, il faut tout le poids qu'on fait voler, il faut le compenser par la portance. Et la portance, c'est une force qui est fournie par la voilure, bien sûr, par l'aile, mais qui s'accompagne forcément d'un peu de traînée. On ne peut pas avoir de portance sans traînée. Donc bien sûr, le travail des ingénieurs, c'est de maximiser la portance et d'avoir une traînée aussi faible que possible. Mais à chaque fois qu'on augmente la portance, on augmente la traînée. Il n'y a pas de mystère. Donc on augmente la résistance à l'avancement. La traînée, c'est la résistance à l'avancement. Et donc, on augmente la puissance demandée au moteur, et donc on augmente la consommation. Donc augmenter le poids en aéronautique, c'est forcément augmenter la consommation. Et c'est donc difficile de faire voler un avion électrique, puisque les batteries sont lourdes. Les batteries à quantité d'énergie égale sont très lourdes. Je disais récemment les batteries dernier cri employées par Diamond Aircraft sur un de leurs petits avions, donc un avion de tourisme, des A40. Alors honnêtement, je ne sais plus exactement de quel avion il s'agit, mais bon, on est tout compris en tenant compte du conditionnement des batteries, de l'ensemble du système de batterie. On est, alors je vais parler en kilowattheure par kilo, on est à 0,2 kWh par kilo sur ces batteries. Quand pour le kérosène, on est à 10 kWh par kilo. Ah oui. On a un rapport de 1 à 20. C'est incroyable. Ouais. Et l'hydrogène est, de ce point de vue-là, plutôt favorable. Donc c'est pour ça que l'hydrogène a un avantage sur les batteries, aux yeux d'Airbus en tout cas. Et voilà, donc une batterie, c'est très lourd à quantité d'énergie égale. Il y a ça, et par rapport à, si on continue le parallèle entre l'avion et la voiture, on sait qu'en aviation, on a besoin de redondance en permanence. En voiture, s'il y a un problème sur le moteur, on se met sur la bande d'arrêt d'urgence et puis on descend de la voiture, notamment en cas d'emballement thermique, quand les batteries commencent à chauffer et à prendre feu. Donc en aviation, par exemple, sur les moteurs que développe le moteur électrique Engenius que développe Safran, c'est en fait un moteur double. C'est-à-dire que s'il y a une partie du moteur qui s'arrête, l'autre peut continuer. Pareil et un des gros problèmes, c'est l'emballement thermique des batteries, d'où la réalisation de véritables sarcophages à l'intérieur desquels la batterie, si elle prend feu, du moins le feu sera contenu. Donc tout ça, ça augmente la masse. Et donc ça limite forcément les performances et l'autonomie. Aujourd'hui, un avion électrique, c'est 1 heure de vol, pas plus. Et quand on dit 1 heure de vol, si on met les réserves, ça veut dire quoi, 40-45 minutes. Et je pense d'ailleurs justement sur ces histoires de batterie contenir en cas d'emballement thermique, je crois que Boeing, au lancement du 787, a eu des soucis de batterie justement. C'est ça, et ils ont dû vers 2013 ajouter une sorte de sarcophage qui a fait perdre un petit peu de son intérêt aux batteries, au gain de poids par les systèmes plus électriques sur le 787. Donc juste pour donner un petit peu de contexte, le 787 n'est pas un avion à propulsion électrique, bien sûr, mais tu as tout à fait raison de le souligner, c'est un avion qui utilise davantage de systèmes électriques à bord, donc plutôt que du pneumatique, etc. Exactement, plutôt que des systèmes hydrauliques, plutôt que des systèmes pneumatiques. Il y a davantage d'électricité, donc des batteries plus importantes. Ouais, ça c'est intéressant. Sur le chat, pardon, Franck m'a corrigé sur le Venus qui n'a pas de version ULM. Alors évidemment, c'est le Vélis n'a pas de version ULM. C'est son cousin, le Venus, qui existe aussi en ULM ou LSA. Voilà, effectivement. Bon, après, ce sont les mêmes. Quand on les regarde, on voit pas trop la différence. Mais merci d'avoir précisé, Franck. Un autre chat important. Alors, toujours de Franck. L'hydrogène, c'est séduisant, mais ça demande un volume énorme. Voilà. Attends, il va mettre ses lunettes. Ouais. L'hydrogène, c'est séduisant, mais ça demande un volume énorme. Il faut revoir l'architecture des avions, genre aile volante, pour avoir une autonomie suffisante. Donc finalement, ça va avoir à peu près la même problématique que l'électrique.
qui est plus limité par le poids que par le volume sur les avions dits normaux, entre guillemets. Bon, alors on élargit le débat sur. Mais c'est très intéressant. C'est entièrement exact. Je pense qu'on devrait faire une autre émission sur l'hydrogène. Aujourd'hui, on va plutôt parler d'électricité. On reviendra là-dessus sur ce sujet, Franck. Oui. Mais merci. Mais c'est tout ça aussi pour dire que là, on est en face d'un problème, d'un défi technologique énorme. Là, on parlait tout à l'heure de rupture technologique, mais il va falloir complètement se réinventer. Et je me souviens, il y a un an, avoir assisté à une conférence, du moins une prise de parole de Guillaume Faury devant les patrons des aéroports français, et qui disait ça, on est en train d'inventer une aviation qui sera totalement différente de celle qu'on connaît aujourd'hui. On recommence à zéro. Ouais. Mais donc, ça va être... C'est intéressant. Et alors, on recommence à zéro, et le point de départ, eh bien, c'est comme quand on a commencé à voler à la fin du 19e siècle et au début du 20e, on commence par ce qui est le plus petit, c'est-à-dire qu'on commence par l'aviation légère. Ouais. Et c'est un laboratoire pour l'aviation de demain. Aujourd'hui, l'aviation légère est vraiment un laboratoire pour la grande industrie. Alors au départ, elle l'a snobé, carrément. Mais aujourd'hui, on le voit sur tous les programmes sérieux. Je dis sérieux parce que des programmes, des gens qui sont en train de réinventer l'aviation, il y en a des centaines. Mais sur les programmes sérieux, on se rend compte que les grands industriels arrivent. Safran, je citais Safran tout à l'heure, mais il n'y a pas que Safran. Hier, on a mis en ligne, ou ce matin, un article sur Aérobuzz à propos de Zero Avia. Zero Avia, donc, qui fabrique un système électrique à base d'une pile à combustion hydrogène pour les avions légers. Et bien, c'est Textron Textron Aviation qui est intéressé pour son Cessna Grand Caravan. Le Grand Caravan. Donc aujourd'hui, on est en train de développer l'industrie aéronautique avec l'aide des startups est en train de développer tout un ensemble de solutions qui vont permettre d'être exploitées de façon opérationnelle par des écoles de pilotage. Ça sera, les premiers utilisateurs, ce seront les écoles de pilotage. Après, ce sera l'aviation de tourisme d'une façon plus globale. Et au fur et à mesure, on va monter en puissance et puis on va pouvoir aller sur des avions de plus en plus gros. Un exemple, c'est Voltaero. Voltaero qui commence avec son Casio 330 sur un avion de 4 places et qui ambitionne d'aller jusqu'aux 8 places progressivement. Donc à lui seul, il montre l'évolution. Et là aussi, c'est un moteur hybride, c'est hybride. Électrique avec des moteurs Safran. D'accord. Donc Safran a vraiment met le paquet aujourd'hui sur l'aviation électrique et a regroupé ses forces en région parisienne. Quand je dis ses forces, c'est ses chercheurs, ses ingénieurs, tous ses moyens d'essai pour passer à la vitesse supérieure. Ils n'ont pas, si je dis une bêtise, ils n'ont pas ouvert une usine ou quelque chose comme ça il n'y a pas très longtemps pour des produits électriques, justement. Si. On y était, Aérobuzz y était la semaine dernière ou il y a 15 jours pour assister justement à cette inauguration et rencontrer les dirigeants de cette boîte. Et c'est vrai que c'est bien parti. Alors, on parlait du Vélis Electro, mais pour Safran, justement, il nous disait que le prochain avion qui volerait, ce serait le Leaflyer 2. Donc, c'est aussi un avion de la même catégorie que le Pipistrel Vélis Electro. C'est un avion de conception américaine, c'est ça ? C'est ça, c'est un avion... By Aerospace. Oui, c'est ça, By Aerospace, qui lui aussi a une gamme de 2, 4 et 8 places. Et donc, il commence par le 2. Et puis, il pense que Safran estime que cet avion pourrait être certifié aux États-Unis avant la fin de l'année prochaine. Sachant que Safran pense obtenir la certification de son moteur Ingenius en milieu d'année prochaine. Donc on vise peut-être le salon du Bourget. Ça serait pas mal quand même, un moteur électrique français certifié. Ça serait une belle démonstration. Ouais. Voilà. Alors,
Ah pardon, t'allais dire quelque chose. Oh ben, j'allais dire la suite. Si tu veux m'interrompre et si tu as une question, vas-y. c'est avec plaisir que j'y répondrai. Non, peut-être qu'on allait dire la même chose. Là, on voit que ça avance doucement mais sûrement. Mais pourtant, en parallèle, on voit une multitude de projets de start-up à travers le monde sur le eVTOL, qui va être où là, l'électrique est incontournable. Donc je ne sais pas si c'est ce que tu allais dire, Gilles, ou oui, Thierry alors, va nous en parler en tout cas. Je pense qu'effectivement, on peut aussi à ce stade parler des eVTOL, parce que là ce sont des aéronefs complètement... des taxis volants, ouais. Décollage, atterrissage vertical. Voilà, et là donc c'est ce qu'on appelle donc tout automatisé. la propulsion... on l'appelle comment? Distribuée, voilà, c'est ça, c'est le mot que je cherchais là. Répartie, on peut dire répartie, répartie, voilà, c'est-à-dire que on va dire répartie. Donc c'est plus un seul moteur, c'est un ensemble de moteurs qui permettent à la fois de décoller, d'atterrir verticalement et d'avancer. Mais là encore, pour l'instant, on en est vraiment encore plus en amont qu'avec les avions légers. Et on promet des vols commerciaux pour les JO de Paris. Là, je me tourne vers Thierry, parce que Thierry a été un des animateurs d'un grand événement organisé par l'Académie de l'air et de l'espace il y a une dizaine de jours à Paris et à Toulouse, où là étaient réunis vraiment tous les gens qui sont impliqués dans les nouvelles mobilités. Et donc là, toi, tu en as ressorti quoi de ce grand symposium de jours? Je vais essayer de donner une vue un petit peu générale donc sur les eVTOL, les taxis volants électriques. Puis après, je vais me recentrer sur l'électrique. Donc, d'une manière générale, ce qui est ressorti, c'est le nombre considérable de problèmes, de défis, pour prendre un terme plus positif, à relever par cette future aviation, cette aviation en devenir, des problèmes de tous ordres. Celui qui m'a peut-être le plus frappé, donc problème avant d'entrer en service, aucun de ces taxis volants électriques n'est en service. Il y a eu des démonstrations, certaines assez poussées, avec des passagers cobayes entre guillemets à bord. J'ai vraiment en Chine en Chine, je sais pas, non, en Europe aussi je crois, mais j'ai vraiment le plus grand respect pour le travail de conception réalisé par les ingénieurs. Néanmoins, comme ils inventent une nouvelle aviation, il y a plein de choses qui doivent aller avec et qui ne vont pas de soi. Par exemple, en cas de perte de communication, aujourd'hui ça arrive régulièrement qu'un avion léger perde le contact radio. Et ça arrive régulièrement que l'armée de l'air fasse décoller un avion ou hélicoptère pour s'approcher de l'ULM ou de l'avion qui a perdu le contact et doivent établir un contact visuel. C'est une procédure de sûreté du territoire en l'occurrence, qui porte nom. Alors le chat va peut-être nous aider. Cette procédure porte nom. Et ce contact visuel doit être établi avec le pilote de l'avion léger ou de l'ULM. Mais si ce sont des aéronefs autonomes, comme tous les concepteurs l'ambitionnent, si ce sont des aéronefs autonomes et qu'il n'y a qu'un ou des passagers à bord, avec qui le pilote du Rafale, par exemple, va-t-il établir le contact visuel ? Point d'interrogation. Et le commandant du CDAOA, non, le sigle m'échappe, mais c'est l'entité de l'armée de l'air qui s'occupe de ça, dit mais moi il me faut un pilote avec qui communiquer. Alors on peut imaginer un pilote à distance, un pilote au sol. Oui mais non, justement on parle du cas où la communication radio a été perdue. Donc c'est seulement un exemple. Donc, c'est un des gros enjeux, ça, intégrer le eVTOL dans le trafic aérien d'aujourd'hui, quoi. Donc une myriade de problèmes à résoudre. Alors c'est quand même une industrie qui avance en termes technologiques. Vraiment, on est assez proche. Pour beaucoup de projets, on est de plus en plus proche soit du premier vol, soit de la mise en service. Le CNOA, merci le chat. C'est pas CDAOA. Bon. Non, c'est... Je cherche la signification du... Le MASA, mesure active de sûreté aérienne. Ah d'accord, ok, merci. Le MASA au-dessus. Merci. Ok, merci le chat. Et donc pour focaliser sur l'électrique, eh bien oui, alors là je pense que cette industrie-là, même le terme industrie est peut-être un grand mot puisque c'est une industrie en devenir, mais peut apporter quelque chose à l'aviation électrique en général. Et Airbus, en l'occurrence Guillaume Faury,
considère le projet d'Airbus qui s'appelle le City. Mince, ça m'échappe. City Airbus, tout simplement. City Airbus. Le considère comme un laboratoire, justement, un laboratoire volant pour des technologies qui, un jour, embarqueront sur des avions de ligne, sur des avions commerciaux. Et c'est plus facile et moins cher de mettre au point ces technologies, en tout cas de commencer à les utiliser à cette petite échelle, que de passer directement à l'échelle d'un A320, par exemple. Donc, vraiment, l'apport, je pense, peut être significatif à la fois en matière de mise au point initiale et aussi en matière de relation avec l'autorité de certification, avec l'EASA en l'occurrence en Europe, l'organisme qui homologue les aéronefs, puisque dans le cadre de la mobilité aérienne urbaine, dans le cadre des eVTOL, l'EASA s'est donné elle-même un objectif ambitieux d'accélérer les processus de certification sans perdre un pouillème de sécurité. Garder le même niveau de sécurité, mais aller plus vite en termes de certification. Donc, parler d'objectifs de performance plutôt que de techniques à employer obligatoirement. Et donc, ces nouveaux moyens de certification, cette nouvelle approche de la certification, cette nouvelle philosophie, peut aider aussi l'aviation électrique à émerger. Oui, c'est techniquement, la technologie est quand même relativement bien avancée là, pour les eVTOL, sur le plan électrique, je veux dire. Pour vraiment qu'on soit resté sur le sujet de l'électrique. Oui. L'autonomie, le poids est quand même... L'autonomie, non, l'autonomie, on n'y est pas encore. Pas encore, mais le poids, la gestion du poids, on en parlait tout à l'heure. Il y a vraiment des progrès. Après, il y a tellement de projets. Il y a quand même des progrès notables, même chez les plus ambitieux. Je pense à Lilium qui, il y a quelques mois, a réussi la première transition du vol vertical au vol horizontal, alors que l'architecture de l'aéronef est assez complexe. Donc oui, gros progrès, mais on n'est pas encore arrivé à l'objectif, notamment en termes d'autonomie. Donc ceux qui sont peut-être le plus en avance, c'est Volocopter, qu'on verra, du moins qui sont actuellement en région parisienne, à Pontoise, et qui vont commencer les essais d'intégration aussi dans le trafic en vue des Jeux Olympiques. Bon, mais pour l'instant, on parle vraiment de saut de puce, de démonstration. Les eVTOL sont nettement en retrait par rapport au Vélis électro. Et d'ailleurs, ce qui est amusant, c'est que chaque fois qu'il y a un événement à Pontoise pour parler de l'avancement des taxis volants, des trucs comme ça. Il vient. On fait appel au Vélis Electro pour faire une démo, parce que pour l'instant, il n'y a que lui qui vole. Donc ça, c'est amusant. Ouais. Donc sur les taxis volants, il va y avoir encore pas mal de temps. Et puis là aussi, il y aura des étapes. Je dirais, avant que les passagers soient seuls à bord, il y aura aussi... le pilote va être là pendant longtemps. Il y aura d'abord une étape pilotée, oui, tout à fait. Oui, avec un pilote Franck nous pose une question. Ouh là là, mais c'est une grande question. Est-ce qu'on est sûr qu'Airbus a envie de faire quelque chose de sérieux cette fois-ci ? Parce que si on se... Alors je pense que c'est Franck, tu parles du City. Parce que si on se souvient de l'IFAN, l'IFAN, ils ont énormément communiqué dessus, annoncé qu'ils allaient le lancer, traverser la Manche, Puis quand le département communication avait plus rien à en tirer, ils l'ont laissé tomber sans rien dire. Bon, on peut poser la question à Airbus directement. Alors ça va me donner l'occasion de corriger une erreur de ma part. D'ailleurs, effectivement, grâce à la question, je me rends compte que j'ai utilisé en partie à tort le nom de City Airbus, qui a longtemps été le nom du projet d'Airbus. Et c'est sur ce projet-là d'ailleurs que Guillaume Faury disait c'est un laboratoire volant. Et là j'avais les plus grands doutes, je les avais exprimés d'ailleurs dans Aérobuzz à l'occasion. J'avais les plus grands doutes sur la volonté d'Airbus d'avancer vraiment dans la direction de l'eVTOL, de la mobilité aérienne urbaine. Et le projet a évolué vers le nouveau nom que j'aurais dû donner tout de suite, c'était le Next Gen. Le Next Gen. Voilà, c'est ça, oui. Qui sonne plus ou moins bien en français. Mais donc le Next Gen, c'est un projet qui prend la suite du City Airbus et qui a une date, alors je ne l'ai plus en tête, mais qui a des objectifs de mise en service. Donc là, on est plus dans le produit qu'on veut commercialiser. Et là, je pense que... Pour Airbus, et ça c'est pour répondre à Franck Nie, je pense que aujourd'hui, Airbus, comme beaucoup d'autres d'ailleurs, voit dans ces eVTOL un complément aux hélicoptères.
peut-être que les eVTOL vont grignoter une partie du marché actuel des hélicos, mais ils vont peut-être développer aussi. Et donc c'est un marché que les constructeurs d'hélicoptères comme Airbus ne peuvent pas ignorer. Oui, les constructeurs d'eVTOL espèrent que grâce à un bruit réduit, les eVTOL pourront aller là où les hélicoptères ne peuvent pas parce qu'ils font trop de bruit. Parce que pour l'instant, tous les schémas, toutes les belles images de synthèse qu'on voit, c'est effectivement, c'est pas des eVTOL en race campagne. Ils sont sur des toits à Singapour, en plein centre à Sao Paulo, aux États-Unis. Donc c'est là où alors Sao Paulo, il y a évidemment beaucoup d'hélicoptères, mais il y a plein d'endroits où les hélicoptères n'ont pas le droit d'aller parce qu'ils font trop de bruit. Hein. Donc voilà. Donc je pense pour répondre à la question qu'effectivement Airbus prend les choses très sérieusement. Tu es d'accord avec moi ? Je suis d'accord avec toi. Voilà. Bon. Et donc alors encore du chat. Pilote Alexander, utiliser un R44 en version électrique ne serait pas une optimisation sur la distance franchissable et l'emport actuel des eVTOL ? Point d'interrogation. Je crois qu'il y a déjà eu un projet d'électrification du R44 ou du R22 peut-être, de cette taille. Je crois même qu'il y en a un qui vole. Mais l'appareil n'a pas une architecture dès le départ, il n'est pas conçu pour l'électrique. Donc l'idée de simplement remplacer un moteur et un réservoir conventionnel par des batteries donne des performances très mauvaises, un résultat franchement mauvais. Et c'est la raison pour laquelle d'ailleurs les voitures électriques qui marchent bien ont été conçues, commercialement en termes de performance, ont été conçues pour être électriques dès le départ. Mais l'ONERA a aussi un projet d'hélicoptère électrique, ou l'ENAC peut-être, je sais oui, j'en avais parlé. Il y a un projet d'hélicoptère électrique. Je m'étais penché il y a quelques années. Honnêtement, je ne sais pas où ils en sont. Qui existe depuis longtemps, mais dont on parle très très peu. Donc, je ne suis pas sûr que ce soit une solution. Honnêtement, je ne sais pas où ils en sont. Je sais qu'ils avaient quelque chose. Il y a énormément de projets en tout cas. Oui, c'est sûr. Moi, j'ai envie de vous poser la question sur le plateau et même sur le chat. Alors, j'ai un excellent rapport d'un bureau d'études là. La mobilité urbaine aérienne pourrait se réaliser plus rapidement qu'on ne le pense. Donc, premier vol commercial. C'est normal. C'est normal, un bureau d'études doit. C'est le cabinet Oliver Wyman. Hein, c'est ça. Oui, on peut les citer, c'est vrai. Premier vol commerciaux 2023, premier trajet public ouvert en 2025, premières opérations à grande échelle sans pilote en 2030. Sans pilote. Est-ce que vous y croyez Non. Voilà, moi, j'y crois pas. Plutôt non. Sans pilote, j'y crois pas. Plutôt non, mais au moins. Ils ne pourront pas reprocher à la réglementation de les avoir empêchés parce que l'EASA est très allante. Je ne sais pas si c'est féminin sur le sujet. Mais sans pilote, non, 2030 c'est dans combien ? C'est dans 7 ans. C'est pas possible. C'est pas possible. Du moins, je ne vois pas. Voilà. Alors, Martin en régie nous tire les oreilles parce qu'on ne regarde pas assez le chat. Donc on va le regarder davantage. Voilà, Martin, j'ai pas encore fait refaire mes lunettes. Non mais, merci à tous ceux qui sont là en ligne. On va avancer et conclure sur ce point fixe sur l'électrique. Il faut faire le tri quand même dans tous ces projets. Oui, alors je dirais le tri va se faire naturellement. Sélection naturelle. Il va y avoir une sélection naturelle. Ce qu'il y a, c'est que jusqu'à présent, ceux qui étaient capables de lever le plus de fonds étaient ceux dont on parlait le plus. Donc là, il y a eu des dizaines, voire des centaines de millions de dollars qui ont été levés. Pas toujours avec beaucoup de succès, et donc on va voir sur la ligne d'arrivée, ou alors ça peut être la ligne de départ de la nouvelle génération des avions électriques et des eVTOL, qui va s'aligner, parce que pour l'instant Pipistrel est tout seul. On parle donc tout à l'heure, on parlait de LeFlyer de Bay Aerospace. Bon, voilà, c'est un départ de course un petit peu mou, mais on verra. En tous les cas, moi, ce que je retiens, c'est que ça va bénéficier à la formation. Ça, c'est sûr que l'aviation légère et l'aviation générale va bénéficier en premier de tous ces progrès technologiques. Mais encore une fois,
Je dirais, on a commencé par un parallèle entre l'avion et la voiture. On peut le refaire aujourd'hui. Voler en électrique, c'est pas forcément économique, loin de là. Et si on voit que toutes les expériences, du moins toutes les tentatives d'exploiter de façon opérationnelle un Vélis électro, le seul avion pour l'instant électrique, un Vélis électro dans un aéroclub ou dans une école de pilotage, ça marche que s'il y a des subventions. S'il n'y a pas de subvention, c'est plus cher. L'heure de vol est plus chère avec un avion classique. Et puis en ce moment, avec ce qui se passe, électricité, etc., on parle de coupure de courant, ce genre de choses. Aussi, ça ne rassure pas non plus, pour le moment en tout cas. Mais je veux dire, alors, un des arguments, c'est vis-à-vis des riverains. Oui, c'est que là, effectivement. C'est plus le bruit, là, effectivement. Mais bon, l'aviation électrique, l'aviation légère va sûrement en bénéficier. Voilà. On y reviendra aussi sur l'impact écologique. Enfin, fabriquer des batteries, c'est un autre sujet, mais bon. Bon, vous l'aurez remarqué, c'est un sujet inépuisable. Et puis là, on est vraiment au cœur de quelque chose de nouveau qui est en train de se construire. Et donc, on en parle depuis longtemps sur Aérobuzz à longueur de semaine. C'est un sujet qui sera récurrent sur Jumpseat, ça c'est sûr. Voilà. Merci Gilles, merci à tous. Merci aussi à Franck notamment, parce qu'on prend note de tout ce que vous nous dites, parce qu'on va refaire des émissions sur ces sujets. Et des articles, évidemment. Et on parlera évidemment de l'hydrogène, c'est incontournable. On en a déjà parlé. On en reparlera. On vient de faire la démonstration là que l'industrie quand même est en pleine mutation là, avec ses projets. En tout cas, elle se tourne vers demain avec des nouvelles technologies. C'est le moins qu'on puisse dire. C'est le moins qu'on puisse dire. Et alors Thierry, justement, toi, c'était notre invité Jumpseat, on avait noté des questions. Notre métier de journaliste aussi est en pleine mutation. Comment tu le vis, toi? Oui. Ça c'est. Sans transition. Par exemple, nous, on est sur Twitch aujourd'hui. C'est quand même formidable. On est en direct. On interagit avec vous. On est... Alors pour répondre à ta question, oui. Alors ce que j'ai vécu, ce que je vis depuis un peu plus d'un an, c'est le passage au tout numérique pour une publication qui était auparavant sur papier, qui était auparavant sur papier. Alors Aviation Week existe toujours en version papier. Est-ce que je peux le montrer? Bien sûr. Alors, en revanche, donc bien sûr, on a diverses publications numériques pour accompagner le magazine papier. Mais la publication qui est passée au tout numérique, c'est la publication sur les salons, la publication que nous appelons Show News, les nouvelles du salon. Donc c'est un quotidien que nous réalisons sur les grands salons, le salon du Bourget par exemple, et les salons de l'aviation d'affaires comme le salon eBase à Genève tous les ans. Et depuis un an, nous sommes passés au tout numérique. Et ça, effectivement, c'est une mutation considérable. Du point de vue du journaliste ou du rédacteur en chef, une simplification considérable d'ailleurs. Parce que ces show news, alors quand on est visiteur d'un salon aéronautique, on nous les propose gratuitement à l'entrée du grand format du souvent. Alors le grand format c'est AIN. Après il y a 3-4 éditeurs sur des grands salons, sur d'autres c'est plutôt 2 ou 3. Là c'est un travail, c'est de l'information au quotidien. Et toi tu es monté, Thierry, tu es monté en grade là il y a quelques temps, tu es devenu le rédacteur en chef de tous ces show news. Alors effectivement, nous on est passé au petit format en l'occurrence, c'est passé au simple QR code. Donc c'est vrai que maintenant quand on va sur un salon, c'est plus un magazine qu'on nous donne, un magazine brillant avec des belles photos en couleur, c'est ce QR code. Donc c'est vrai que les hôtesses qui distribuent ça ont moins de succès qu'avec les... Mais on est présent partout. Le QR code est présent partout. À Singapour, on était même dans les toilettes. Et donc, donc comme ça, tu parcours le monde avec ta rédaction. C'est une rédaction de combien de journalistes Alors ça dépend du salon, mais au minimum, j'ai 5 journalistes. Comme sur un salon comme eBase par exemple. eBase, c'est le salon de l'aviation d'affaires de Genève.
Et sur le salon de Farnborough, qui était le premier gros salon où j'ai exercé mes fonctions de rédacteur en chef, on était 11. J'avais 11 journalistes. Donc Plus il y a une équipe pour faire la maquette, des choses comme ça, non ? Oui. Mais voilà, je devais surtout coordonner 11 journalistes et m'assurer que leurs articles, vidéos ou podcasts, étaient utilisés là où il le fallait, correctement ordonnés dans notre journal. Donc là, oui, ça faisait du volume à traiter. Ouais. Mais effectivement, il y a aussi des gens qui s'occupent de la mise. Alors la mise en page est très. Je parlais de simplification. Dans le numérique, la mise en page est très très rapide. Et sur un salon, c'est combien de numéros que vous faites ? 3 sur les entre guillemets petits salons et 4 sur un gros salon comme Farnborough ou comme le Bourget. Et donc il y a tout un travail en amont aussi, je suppose. Oui, il y a un travail en amont de préparation de l'équipe. Que tout le monde soit bien sur la même longueur d'onde quand il s'agit de savoir ce qu'on fait, où on va travailler, enfin des questions logistiques toutes simples. Bien sûr, on se donne des objectifs en termes de couverture et de thème. On peut prédéfinir un thème qu'on va favoriser. Bon, après, ça dépendra un petit peu de l'actualité, mais évidemment, tout ce qui est développement durable, décarbonation tient le haut du pavé. Et dans la préparation, il y a aussi une sélection d'articles de fond qui seront publiés dans le quotidien. Donc, dans le quotidien, bien sûr, il y a l'actualité chaude, ce qui vient d'arriver au salon. Donc, c'est Airbus lance un démonstrateur avec CFM, où c'est une nouvelle commande d'avion Boeing. Et puis l'actualité, les articles de fond, les dossiers. Là, ce sont des articles qui peuvent avoir déjà été publiés dans d'autres publications du groupe, comme Aviation Week, comme l'hebdomadaire de l'aviation d'affaires, le Business of Weekly Aviation, par exemple. Ces articles de fond, on les réutilise. Alors ça peut être une publication en même temps, peu importe le timing, mais ça permet aux lecteurs, aux visiteurs du salon, d'avoir, alors gratuitement au passage, puisque ce sont des journaux gratuits, d'avoir des dossiers qui ont été réalisés effectivement en amont par nos spécialistes. Et ça peut être un tour d'horizon des technologies de moteur, par exemple, par un de nos spécialistes. Ça peut être, alors je parlais techno, ça peut être un tour d'horizon des compagnies du Golfe, par exemple, sur le salon de Dubaï, on avait un dossier sur les compagnies du Golfe, où en sont-elles, commercialement, leur marché, leur revenu, puisqu'elles publient de plus en plus leurs chiffres. Donc voilà, donc effectivement, il y a aussi ces articles de fond, copie froide, comme on dit en journalisme. Et ton prochain salon, c'est ? Le prochain salon, c'est dans 2 semaines à Orlando, en Floride, et c'est le salon de l'aviation d'affaires, la NBA, donc l'équivalent américain du salon eBase. D'accord. Donc c'est le gros salon de l'aviation d'affaires. Donc rendez-vous dans 2 semaines en direct. Donc j'aimerais, mais les journées nous du coup, on annonce déjà que sur la prochaine émission, tu seras pas avec nous, puisque tu seras à Orlando. Exact. Voilà. On pourra peut-être faire un duplex, on verra si Martin nous l'accorde. Vous n'en êtes pas à faire une émission sur Twitch, Aviation Week, rassure-nous encore. Non, hein. Tu vas nous donner l'idée, puisque tu nous donnes l'idée. Alors justement, très rapidement sur le chat, il y a beaucoup de nostalgiques sur les versions papier qu'on nous donne à l'entrée des salons. Il y en a qui les collectionnent. Une personne demande aussi quels seront les prochains grands salons couverts par Aeronews. Alors, nous ne sommes pas Aeronews, nous sommes Aerobuzz, Jumpseat, donc on a plein de projets là-dessus. Et je pense qu'il faut leur poser la question à eux, ils vous répondront. On salue Pascal Nizet qui vient de se connecter. Pascal, si tu nous regardes, tu nous regardes. On t'embrasse. Voilà. On va enchaîner parce qu'on est... Oui. Aviation Week. Eh bien, tous les grands... la Floride, justement. Donc voilà, le salon NBA. Le suivant, ce sera le salon eBase l'an prochain à Genève. Au mois de mai. Puis il y aura le salon du Bourget en juin. Voilà. Et donc c'est un cycle, puisqu'après le Bourget, il y a Dubaï. Alors là, ce sera un gros dilemme pour Thierry, parce que comme Jumpseat sera en principe en direct tous les jours depuis le salon, avec toute l'équipe, donc... les négociations sont en cours. Il va falloir réfléchir. Il va falloir réfléchir. Mais je m'adresse aux nostalgiques des journaux de papier. Une des raisons pour lesquelles nous sommes passés au tout numérique, c'est les coûts. Et bien sûr, on n'a pas le coût du papier, mais aussi une volonté
d'économie de ressources. On trouvait que le papier, c'était quand même, ça conduisait à quand même un gaspillage important sur les salons, puisque bien sûr, ces journaux sont lus, mais il y avait quand même beaucoup de journaux qui finissaient, qui étaient imprimés et non lus. Donc ça conduisait à un gaspillage de papier certain. Et puis aujourd'hui, quand je dis aujourd'hui, c'est vraiment à l'instant présent où le papier est devenu une denrée rare et coûte très cher. C'est vrai que l'équilibre économique de ces chauds délits va être mis en question complètement. Donc vous, Aviation Week a pris le tournant bien avant le problème. Mais il y a des organisateurs de salons qui font peser sur les journaux papier la menace d'une interdiction ou d'une limitation de ces journaux qu'eux ils voient comme un trop-plein de papier. Okay. Nous devons avancer. J'ai un rêve, c'est qu'on soit à Oshkosh un jour avec Jumpseat. Ce serait top. Bon. Allez, on enchaîne avec notre dernière rubrique, c'est culture aéro. L'actualité culture en ligne et divertissement. On commence tout de suite avec toi, Antoine. X-Plane 12, des nouvelles, des simulateurs. C'est un beau simulateur, X-Plane 12 aussi. Qui est connu depuis des années, puisque c'est un simulateur qui existait. Grand public, technique à l'origine, plus technique que Flight Simulator. Ouais, beaucoup plus technique. Je vais venir justement, je vais en parler dans la rubrique. Voilà, en ce moment, on a eu quelques news du côté d'X-Plane avec X-Plane 12, justement. La société Laminar Research, qui est en gros le développeur du simulateur, a donné accès au grand public et à la bêta. Donc moyennant l'achat du jeu bien sûr, mais accès à la bêta en avant-première, donc ce qui est assez intéressant, et elle est assez prometteuse. Alors, vous verrez en background, vous allez avoir quelques vidéos du simu. Donc c'est quoi X-Plane à la base, c'est un simulateur comme Flight Sim qui existe. Sauf que croirait, là. Ouais, on s'y croirait. Ouais. Sauf que eux, ils utilisent un autre moteur physique. C'est-à-dire que pour faire court, dans Flight Simulator, on a des grands tableaux en disant telle action sur le manche va se reporter dans le tableau sur tel gain de portance, etc., etc. Alors que sur X-Plane, faut voir ça plutôt comme plutôt un objet physique en lui-même. Donc tout ce qui va être avion sur Flight Simulator, c'était assez sympa, mais tout ce qui était hélicoptère, la physique était moins bien représentée. Et l'avantage avec X-Plane, c'est que via leur moteur physique, comme ils appellent, ils peuvent représenter beaucoup mieux des objets complexes, type hélicoptère, fusée, aérogire, etc., etc., etc. Donc ils ont vraiment leur propre moteur physique. Pour revenir sur l'historique, X-Plane, la première version était sortie en 1993 sur macOS, et puis au fur et à mesure ils ont développé. Oui, plutôt Mac. Ouais, c'était plutôt Mac, ouais. Et au fur et à mesure ils ont développé, ils sont arrivés en 96 sur Windows et enfin en 2004 sur Linux. Donc au fur et à mesure ils ont développé leur accès sur les plateformes, mais à la base c'était vraiment macOS. Alors, que nous apporte cette version 12 ? C'est la question qu'on se pose tous. Qu'est-ce que ça nous apporte, la version 12 ? Alors, tout d'abord, un moteur d'éclairage, comme vous pouvez voir, qui est en HDR. Alors, HDR s'appelle High Dynamic Range. Donc, en gros, pour faire court, ils viennent générer une image en sursaturée, une image qui est sous-exposée. Ils mélangent les deux, ils font une moyenne. Et donc, ça donne une image qui a un meilleur rendu au niveau des couleurs et visuels. C'est ce qu'on retrouve beaucoup sur les smartphones maintenant, dans les modes vidéo. Plein de trucs comme ça, on entend beaucoup parler de ça, même sur les télés. Un moteur météo 4D, donc alors là c'est vraiment des mots 4D. utilisés. Ouais, 4D, ouais. Alors c'est surtout pas 4K, c'est 4D. Non, c'est 4D, ouais. Je pense qu'ils utilisent les 3 dimensions déjà pour un nuage, et puis les 4 dimensions je pose dans le temps, donc je pense que de ce que j'ai pu lire, c'est sur l'actualisation des météos qui sera plus pertinente qu'avant, quoi, parce que c'est vrai qu'on pouvait avoir des météos qui n'étaient pas complètement corrects à ce qui se passait dans la réalité. Enfin, en termes de mise à jour, je veux dire. 7 nouveaux avions aussi, dont la 330 qu'on voit passer justement en arrière-plan. Le Citation X, on a le SR-22, donc un avion qui est très connu. Le RV-10, le F-14 Tomcat, le PA-18, le R-22 le et F-14. Le F-14 justement, ça donne une bonne transition. Et l'Anker Evolution. Effets visuels spécifiques aux saisons. Bon, voilà, ils ont amélioré la végétation, etc. Et enfin, nouvelle forêt et nouvelle eau mieux générée, selon eux. Voilà.
Et alors ça réagit sur le chat. Franck nous dit que les nuages sont beaucoup mieux sous la nouvelle version que la 11. Alors intéressant, Franck nous dit aussi qu'il y a une démo gratuite pour ceux qui veulent tester le logiciel. Oui, ça vous fait permettre de décoller, si je dis pas de bêtises, ou se poser sur un aéroport. L'aéroport, je sais plus lequel c'est, mais en tout cas, ça vous permet de faire tester. Comme d'habitude, il y a toujours des démos qui vous permettent de tester. Il faudra parler des configs pour faire tourner l'un ou l'autre de façon fluide. Entre 2000, le Flight Simulator, les deux concurrents. Alors là, j'ai essayé de trouver. J'ai pas eu trop de réponses pour l'instant là-dessus sur lequel est le plus fluide. Les deux seront gourmands. Après, j'ai tendance à dire que FS 2020 serait moins gourmand parce que en fait, les décors sont générés via des serveurs en fait, à distance. C'est-à-dire qu'il n'y a pas tout qui est calculé par la machine. Il y a une partie qui est fournie par Bing à côté. C'est des images scannées par Microsoft. Donc voilà. Toi, tu préfères lequel, toi ? J'ai pas eu le temps de tester Explain 12, donc je vais pas donner. Tu nous diras la prochaine. Ouais, voilà. Tu as 2 semaines. Ouais, j'ai 2 semaines, c'est ça. Enfin, je trouve le temps. Je suis en train de me remettre sur FS 2020 déjà parce qu'il était sorti beaucoup trop tôt. Et j'avais été un peu déçu, donc j'aimerais bien me remettre sur FS 2020 pour voir, après un peu de réflexion et de maturité, ce que ça vaut. Est-ce que je peux réagir à une des images qu'on a vues dans la démonstration ? On voyait ce qui semblait être un incident moteur, donc un feu moteur. Un feu moteur, voilà, du rouge derrière les moteurs. Donc ça veut dire qu'on peut simuler ce genre d'incident ? Ouais, on peut simuler ce genre d'incident. Et là où est très fort Explain, mais depuis des années, c'est aussi une de leurs spécialités, c'est sur les crashs. Ils ont vraiment. Les crashs sont vraiment mieux simulés en fait dans P3D. Et les sorties de piste aussi. Ouais, voilà, le moteur très, justement. Très impressionnant. Le réalisateur là, il est à fond. Ouais. Et ce qui est super bon aussi, et ça le FS 2020 ne le fait pas non plus sur les pannes, c'est justement ces gestions de panne. On voit vraiment les feux. Et les crashs aussi, c'est-à-dire que sur FS 2020 vous allez vous planter dans le sol, on va dire vous êtes mort, quoi, c'est tout. Alors que sur Explain, on va avoir la carlingue se désintégrer et tout. C'est pas ce qu'on souhaite quand on fait de la simulation, mais bon, pour le grand public, c'est assez intéressant et c'est assez sympa. Et c'est surtout le côté amérissage, par exemple. Quand on va faire un amérissage, alors là, j'ai pas envie de dire de bêtises ni m'avancer, mais au début de FS 2020, tout ce qui était gestion de la physique il n'y avait pas d'hydravion, quoi. Je crois qu'ils ont sorti d'hydravion et que c'est un peu mieux simulé, mais au début, on voulait essayer de faire un atterrissage sur, par exemple, l'Hudson pour reproduire ce qui s'était passé. Comme par exemple dans le film Sully, et là pour le coup c'était mal foutu au début, et ils sont en train de s'améliorer maintenant ces simulateurs évoluent en permanence grâce aux mises à jour en fait, de version en version, le jeu s'agrandit, gagne en fonctionnalité, et je pense que ce sera pareil du côté d'Explain. Pour finir, donc si vous décidez d'acheter cette version, donc qui est disponible sur Linux, macOS et Windows, vous aurez donc des nouveaux éléments de décor, 19 nouveaux avions, de nouveaux immeubles aussi mieux générés. Des mises à jour gratuites bien sûr. Donc voilà. Ça sort quand ? Pour l'instant, on n'a pas de date de sortie parce qu'ils sont encore dans la bêta, justement. Le prix aussi, non ? Ouais, voilà, j'allais y arriver justement. Le prix, il est donc à $59 sur leur site. Donc si on fait la conversion aujourd'hui, alors ça dépend. Au moment où je l'avais regardé, c'était 63 €, quoi, en gros, pour accéder à la bêta et bien sûr à la version une fois complète du jeu. Donc voilà. Donc encore une fois, une nouvelle version prometteuse, je pense. À voir maintenant s'ils arrivent en termes de visuel à arriver au niveau de Flight Simulator. Par contre, en termes de réalisme, je me fais pas de soucis. En termes de physique, ça fait des années qu'ils sont là-dedans et je me fais pas trop de soucis. Je pense que la physique sera plutôt bien représentée. Du bon boulot d'ingénieur. Ouais, la bêta est déjà pas mal utilisée. Franck réagit toujours beaucoup sur le chat, merci. Et ça, il faudra que dans de prochaines émissions, on fasse un vrai vol en direct. Sur un début, ça serait. On y pense, c'est dans les tuyaux. C'est prévu. Bon, alors sur le chat, on a aussi. Alors là, il a un pseudo, parce qu'il peut pas trop. C'est Tom Cruise qui nous regarde, qui nous a envoyé un clin d'œil. Alors il craque. On a beaucoup parlé de. Désolé Tom de t'avoir fait attendre. On a parlé de Top Gun au début de Jump Seat. Alors, il a envoyé un clin d'œil, Tom Cruise. Alors, pourquoi on vous en parle ? Parce que voilà, il est sur le tournage en ce moment. Parce que t'aimes bien Tom Cruise. Ouais, voilà, aussi. Il est sur le tournage de Mission Impossible 7 et 8, parce qu'apparemment, les deux films vont se suivre. Et il avait dévoilé une vidéo en avril 2022. C'était lors de l'avant-première, justement, de Top Gun Maverick à Las Vegas. Une vidéo pour ses fans où il était en plein tournage de Mission Impossible sur les ailes d'un Stearman, magnifique biplan. Et voilà ce qu'il dit. Salut tout le monde, j'aurais aimé être là avec vous.
Tom Cruise qui a 60 ans quand même. Hein. Désolé pour le bruit. Comme vous le voyez, nous sommes en train de filmer le dernier épisode en date de Mission Impossible. Et voilà, Christopher McQuarrie, donc sur l'autre biplan, qui lui dit qu'il y a du boulot à faire, il faut qu'on tourne. Je dois vous interrompre. Je dois y aller, désolé. C'est quand même incroyable. Voilà. C'est un passionné d'aviation quand même, Tom Cruise, et je trouve que c'est un joli clin d'œil qu'il fait à ses fans, à tous les amoureux de l'aviation. Enfin voilà, sur un magnifique avion en plus. Puis il a de l'humour parce que sa voix est déformée d'une manière qui leur rend un petit peu ridicule quand même, qui est pas à la hauteur de. C'était notre clin d'œil. Tom Cruise, il y en aura d'autres, et on enchaîne. Avec Gilles. C'est moi. Il ne me reconnaît plus depuis le début de l'émission. Là. Oui, c'est Gilles qui est à ta droite. Oui, j'arrive pas à m'y faire. Alors Gilles, on termine avec... termine presque. Hein. Apollo 11. Oui, Apollo 11. Oui. Donc on est toujours dans l'attente du décollage d'Artemis. Donc là, tu as des nouvelles d'Artemis ? Au mieux novembre. Au mieux novembre, d'accord. Donc nous, en attendant, eh bien, c'est une bande dessinée qui est intitulée Apollo 11. Comment on a marché sur la Lune, qui vient de sortir. C'est américain. Hein, c'est Jonathan Fetter-Worm. Alors c'est ce qu'on appelle un roman graphique, hein, puisque c'est une BD de 216 pages, et c'est le récit de la mission Apollo 11. Entrecoupé de flashbacks sur les avancées qui ont permis d'aller jusque sur la Lune marcher, Armstrong et Aldrin. Et alors quand je parle de flashbacks, on part carrément de la formation géologique de la Lune, en passant par les débuts de l'astronomie, les observations depuis la Terre. On parle aussi des V1, des V2 quand même, puisqu'on sait qu'il y a une filiation. Hein. Et puis de la course avec Spoutnik. Voilà. Donc c'est passionnant, c'est aux humanoïdes associés, ça coûte 22 € et ce sera disponible le 19 octobre. Magnifique. Sans transition, Antoine. Ouais, la semaine prochaine débute, auront lieu des enchères. On a entendu parler un peu de partout. Une vente aux enchères de pièces d'Airbus à 380. Elle aura lieu le 13, 14 et 15 octobre. Donc plusieurs lots disponibles de pièces d'A380 provenant du MSN 013, ex-avion d'Emirates, qui a été démantelé par la société Tarmac Aerosave. Plus de 500... À Tarbes. À Tarbes, ouais. Tarbes. Tarbes, c'est ça. Plus de 500 éléments disponibles. Des lampes, le bar, l'escalier même de la 380, des hublots, des sièges, des hauts de réacteurs même. Donc pas mal d'éléments variés, etc. Et donc une vente aux enchères assez sympathique. Certains assez gros. Ouais, c'est ça. Pour mettre dans son salon, c'est compliqué, effectivement. Vente aux enchères organisée au profit de la Fondation Airbus pour l'association Air Héritage. Voilà. Air Héritage qui conserve la mémoire de toute la construction des avions Airbus, à Toulouse notamment. Et ça, c'est bien. Alors, quelqu'un sur le chat... faut voir s'il y a des pièces pour équiper le studio de Jumpseat. On y pense. Ce serait une bonne idée. Qui nous les offre. Un coup d'œil. On termine, Gilles, avec Poétique du ciel. Oui, donc, alors une là, série. C'est de l'autopromo là. C'est de l'autopromo. C'est une série de podcasts, une collection de podcasts qu'on a lancé sur Aérobuzz au tout début de 2021. Et alors quand je dis qu'on a lancé, c'est Gérard Maui qui un jour nous a proposé de faire des lectures d'ouvrages, des romans, des poèmes sur l'aviation. Et donc,
J'avoue qu'au début, j'étais un petit peu sceptique parce que nous, on est quand même très à Internet et tout. Et puis dès le début, moi, j'ai vraiment accroché et pas moi tout seul. Alors, il faut savoir que Gérard Maui a fait toute sa carrière dans l'aéronautique. Il a été DIRCOM dans des grandes boîtes. Et il a fini sa carrière comme éditeur au Cherche Midi Éditeur. Donc, c'est quelqu'un qui fait aussi du théâtre. Voilà. Et donc, là, samedi dernier, on a mis en ligne le 78e podcast de la série. Donc, toutes les semaines, Gérard nous propose une lecture de 3 à 4 minutes sur un extrait qu'il trouve dans un roman. Et j'avoue que chaque fois, il me surprend. Alors bien sûr, on a eu du Jules Roy, du Klosterman, du Romain Gary, du Kessel, du Richard Bach, Jonathan Livingstone. Saint-Exupéry est arrivé qu'au 35e épisode quand même. 35e épisode, pour l'instant, il est passé qu'une fois, Saint-Ex. Mais il y a eu aussi, plus étonnant, Victor Hugo, Cocteau, Maupassant. Et même Proust. Alors là, il m'a scotché quand Proust, à la recherche du temps perdu, raconte le passage d'un aéroplane. Donc, et puis, alors, tout récemment, dans la littérature récente, parce que là aussi, c'est le talent de Gérard, c'est de mélanger les époques, tout ça. Mais on a eu du Éric Emmanuel Schmitt, Paul Claudel, ou encore Hervé Le Tellier, L'Anomalie, donc c'était le prix Goncourt, il y a 2 ou 3 ans. Et chaque fois, il trouve l'extrait qui est super. Donc, je vous invite à suivre ça. Et j'ai un souvenir ému de sa lecture du merveilleux voyage de Nils Holgersson à travers la Suède. Un roman suédois donc, qui date de 1906-1907. Donc, on peut dire qu'on était au début de l'aviation, mais alors vraiment au tout début. Et il y est décrit des paysages vus de haut. Et c'est absolument extraordinaire, puisque j'imagine mal l'auteur ayant fait un voyage en aéroplane ou même en ballon, ça me paraît improbable. Et donc il est quand même capable de décrire ces paysages vus de haut, et c'est très bien lu. Et donc, c'est aussi montrer que l'aviation, l'aéronautique, les avions, ça fait partie de la culture de toute la société. C'est pas génération. C'est pas simplement une histoire de passionnés d'aviation. C'est ancré dans la culture. Et donc, je vous invite à écouter tous ces podcasts. Ils sont téléchargeables sur toutes les plateformes classiques. Et puis, merci Gérard. Et bonne continuation. Voilà, sur ces mots, merci Gilles, merci à tous. Alors on termine, il y a une tradition avec une question à notre... c'est difficile. Là, tu prends le cours. Mais je sais pas comment ça va. Alors c'est notre chroniqueur de toujours, notre invité d'un jour, j'ai envie de dire Thierry Dubois. Voilà, Thierry. Très flatté, décidément. Thierry, ton jump seat, là, un souvenir de jump seat. Alors pas aussi spectaculaire que ceux des invités précédents, mais tout de même un décollage depuis l'aéroport du Bourget en Falcon, dans le jump seat, donc avec une vue imprenable sur le cockpit dernier cri et puis le paysage bien sûr qui s'ensuit. En tout cas, merci Thierry d'avoir joué le jeu et d'être double casquette aujourd'hui. Merci à toutes celles et ceux qui nous ont regardés, ça nous encourage, on va encore s'améliorer, on se revoit bientôt. Merci à Martin à la régie qui a vraiment fait un super boulot à la réa, sur le plateau, nos nouveaux micros visiblement fonctionnent bien. Merci à Jean-François qui a géré sans relâche le chat. Et merci à tous ceux qui sont sur le plateau. Et puis le prochain rendez-vous, c'est donc dans 2 semaines. C'est dans 2 semaines. Oui. Donc c'est oui, j'ai pas la date. 18. C'est le 18. 18 octobre. Le mardi 18 à 12h. Voilà, 18 octobre. Au plaisir de vous retrouver. Alors, pour moi, c'est un peu plus tard. Merci à tous. Ciao. Merci à tous. Salut. Bon appétit.